Salut et bienvenue sur Équilibre Podcast. Moi, c'est Équilibre. Je vous présente ce média qui a pour but de mettre en avant un choix éclectique d'artistes qui pratiquent leur art dans la rue à travers le graffiti ou d'autres formes d'expression. Mais aussi d'autres types de personnalités qui ont un véritable lien avec ces pratiques, qui pourront vous apporter une vision supplémentaire à la compréhension de ces mouvements artistiques et culturels. Ce podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et YouTube. Retrouvez également Équilibre Podcast sur Instagram, Facebook et TikTok. Bonne écoute. Salut, ça va ou quoi, Équil? Ben, ça va et toi? Ça va très bien. C'est un grand merci à toi de faire partie du podcast Équilibre. Ah, c'est un plaisir. Et je préviens les auditeurs et auditrices qu'on enregistre et qu'il y a peut-être quelques petits travaux qui ont peut-être perturbé les ondes sonores durant le podcast, mais bon, rien de bien grave. On nous a promis que ça ne durerait pas. A priori. Donc voilà. Écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer un petit peu, parce que je sais qu'aujourd'hui, quand je vois ton travail, il y a évidemment de la couleur, des dessins, du lettrage, mais bon, ça on y reviendra plus tard. Mais comment tout ça t'est venu? Est-ce que tu as commencé peut-être déjà à dessiner, à faire des choses d'un point de vue artistique ou quand tu étais jeune? Bah, moi, je dessinais quand j'étais gamin, beaucoup. Des personnages, des scènes de bataille, des trucs comme ça, mais pas des personnages comme aujourd'hui, des trucs un peu gothiques, j'écoutais du métal et des trucs comme ça. Et j'ai voulu m'orienter vers l'art au lycée déjà, et mes parents avaient refusé. J'avais continué à dessiner vaguement et tout. Mais le tag, je m'y suis mis quand j'étais en seconde, je crois, ou fin troisième. Ah non, en seconde. Parce que j'ai un ami qui m'a initié à ça, qui avait eu beaucoup d'influence sur moi déjà avant, en m'initiant à divers trucs. Et je me suis mis à taguer donc à ce moment-là, pendant des années. Et c'est que bien après que je me suis remis à essayer de dessiner, à faire des choses jolies qui allaient au-delà du tag. D'accord, ok. Donc quand tu dis en fait, t'as commencé donc du coup à taguer. Ouais. Est-ce qu'avant ça, tu as déjà un regard sur ce qui se passe d'un point de vue... Ouais, il y a des petits travaux. D'un point de vue, entre guillemets, de ce qui se passait déjà sur la scène graffiti parisienne. T'étais sur Paris? Ouais, je suis né à Paris et j'ai grandi ici. Ouais. Parfait. Et du coup, c'est cette vision que tu avais du monde qui était du coup pour toi encore un peu inconnu, du graffiti, du tag, de tout ce qui se passait dans la rue. T'avais déjà un regard sur ça ou est-ce que ça te passait complètement à côté? Franchement, je crois que jusqu'à ce que mon pote m'initie à ça, je regardais quasiment pas. Tu vois. Oui, j'ai pas de souvenir d'avoir vraiment bloqué sur des trucs, mais dès qu'il m'en a parlé, dès qu'il m'a montré comment ça se faisait, ça a changé complètement, j'imagine, comme pour plein de gens, ma manière de regarder ma ville et d'y participer, quoi. D'accord. Tu étais dans des arrondissements en particulier sur Ah Paris? ouais, il y en a des arrondissements vraiment très, très associés à la culture graph et hip-hop, tu vois, le 15e arrondissement. Non, c'est un mouroir, mec, mais donc il y avait très très peu de graphes et de tags là-bas. C'est peut-être aussi pour ça que j'en voyais pas beaucoup. Et ensuite, quand je m'y suis mis, et quand on s'y est mis avec mes potes et tout, il y avait deux autres équipes, les TQV et peut-être les PK pour Paris 15e. Qui graffaient là-bas, donc il y avait beaucoup d'espace et très peu de gens pour les investir. D'accord, ok. Et donc du coup, toi, tu as commencé là à opérer, tu as sorti les bombes, les marqueurs, comment ça s'est passé pour toi dès le départ? Dès le début, moi j'ai suivi, le mec qui avait initié mon pote, c'était Sayo, SBK, puis PAL, et qu'il repose en paix. Et lui en fait, mon pote m'a mis en contact avec lui. On s'est rendu compte qu'on était meilleurs potes en maternelle, c'était drôle, c'était un hasard assez marrant. Ah ouais. Ouais. Et lui, donc, c'était à l'époque, il faisait pas de l'ignorant encore, il faisait du full graffiti, tag, flop, perso, ultra simple, mais avec trop de funk et de personnalité. Et donc, je les ai suivis sur des sessions. Moi, j'étais vraiment un petit, par rapport à leur groupe. Et en termes d'initiation au graphe, tu vois, je me suis arrivé. Et ouais, je les ai vus faire un peu tout ce qui... de vandaliser dans la rue en plein jour et tout. Et moi, je m'y suis mis et j'achetais à l'époque à All City des bombes et des marqueurs et des trucs comme ça. Et puis, j'ai volé des baranes par douzaine aussi parce que c'était plus économique. Mais je faisais vraiment que du tag, ouais.
Et c'était avec tout ce qui passait sous la main, quasiment le même tag me qu'aujourd'hui, partout. Donc t'avais déjà le même nom en fait Ouais, j'ai eu 2 noms pourris avant, et j'ai trouvé me au bout d'un moment, je devais être en terminale, et j'ai bien aimé parce que j'ai réussi à le faire en one line, sans lever le stylo assez rapidement. Et puis que je trouvais ça drôle comme mot, et le M et le H qui se ressemblaient, ça me faisait marrer. Et j'ai gardé ça jusqu'à maintenant. D'accord. Non, mais c'est top, c'est top. Cette introduction du coup que t'as faite à travers le tag, ça a duré combien de temps? Est-ce que ça t'a permis, entre guillemets, de bouger du 15e? Comment ça s'est passé pour toi sur la... Bah justement, ouais, le tag, ça nous a fait marcher énormément, et toutes les soirées où tu vas boire bien trop et rentrer du 18e arrondissement jusque chez toi dans le 15 en taguant partout, c'était des pures sessions, même si on s'est fait arrêter quelquefois. Mais ensuite, il s'est passé des années, j'ai vraiment commencé à essayer de faire du graphe, et je me suis vraiment remis au dessin à 25 ans, à Beyrouth, en 2013, quand je venais d'arriver là-bas. D'accord. Concrètement, à quel âge, parce qu'on n'en a pas parlé, à quel âge tu as commencé à taguer? J'étais en seconde, je disais, donc je sais pas quel âge t'as en seconde, mais t'as, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Ça dépend combien de fois t'as redoublé. Ouais, moi j'ai pas redoublé, j'étais limite à chaque fois. Ouais, parce que moi j'ai redoublé 2 fois, donc je sais ce que c'est que d'être âgé. Oui. Mais d'accord, donc du coup, tu as commencé à voyager ou pas encore? Ouais, en fait, en 2010, je suis allé faire des études au Royaume-Uni, à Canterbury, D'accord. une ville au sud-est de Londres. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai arrêté le tag parce que c'est une ville médiévale où littéralement dans le centre-ville, tous les bâtiments que tu vois ont entre 300 et 800 ans. Tu rentres dans des bars où le bar c'est une seule pièce de bois qui fait 40 cm d'épaisseur et tout, et on me dit qu'il y a 450 ans, il y a des gens qui buvaient sur le même bar. Donc il n'y a pas de tag là-bas et c'est normal, et t'as pas envie d'en faire là-bas et c'est normal, enfin pour moi en tout cas, tu vois. Et il y en avait que sur les portes des chiottes des bars où j'allais, donc j'en faisais là aussi, mais sinon à part ça, il y a eu 2 ans où j'ai quasiment rien fait. Ensuite, je suis revenu en France pendant 1 an. Certains de mes potes avaient plus ou moins arrêté de taguer, et moi, je suis très rapidement parti faire une saison dans la restauration pour payer mon voyage au Liban, parce que je voulais déjà aller là-bas. Pourquoi t'as Parce eu que cette je voulais envie-là? être journaliste. J'avais fait des études de journalisme puis d'histoire en Angleterre. Et je sais pas pourquoi, mais c'est très étrange, et je suis pas superstitieux du tout, mais au cours de ma vie, en sortant la nuit de chez moi tout le temps pour aller taguer, pour aller voir mes potes, foutre le bordel dans la rue, à notre niveau, et j'ai rencontré des gens, que ce soit des gens que je rencontrais dans la rue, des vieux mystiques, ou des mecs qui avaient eu l'air d'avoir une vie de malade, ou des gens dans ma famille qui me disaient ça, les plus aventureux des gens de ma famille et tout, ils me disaient tout le temps, toi le Liban ça te plairait, et des gens me disaient aussi, toi la Colombie ça te plairait. Et donc ça faisait des années que c'était 2 pays où je me disais, je veux voir ces 2 pays à tout prix, parce qu'il y a des gens très différents, il y en a qui me connaissent très bien et d'autres qui me connaissent pas du tout, qui me disent que moi, il faudrait que j'aille dans ce pays-là, pas mes potes autour de moi et tout, mais moi. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'y aller. Et aussi la situation, elle est compliquée là-bas depuis des décennies, et elle est encore pire maintenant, mais à l'époque, je me disais, j'ai l'impression que quand je lis les journaux, j'entends parler du Liban, de la Palestine et tout, par plein de mecs qui ont l'air d'y avoir jamais mis les pieds. Ça me frustre un peu, donc j'aimerais bien aller voir par moi-même. Et comme le Liban est un pays en grande partie francophone et tout, qui à l'époque aimait énormément les Français et tout ça, je me suis dit que c'était une bonne porte d'entrée. Il y avait déjà malheureusement la guerre en Syrie à l'époque, et je me suis dit que j'allais peut-être aller faire des articles là-bas, ce que j'ai jamais fait au final. J'ai travaillé que au Liban, et c'était probablement une bonne décision. Ouais. Donc là, en fait, quand tu reviens sur Paris, tu repars direct au Liban? Je reviens à Tu dis Paris, t'as travaillé en fait un petit peu. Je fais une saison dans la restauration à Courchevel en hiver. D'accord. Ah oui, donc t'es pas resté sur Paris en fait. T'es parti Non, directement je suis parti à droite à gauche, et après en septembre 2013 j'arrive au Liban. Je vois qu'il y a du graphe partout, je me remets à taguer tout de suite. Je vois qu'il y a des graphes d'étrangers que je connais. Donc là, on est d'accord, tu es au Liban. Ouais. Et t'es arrivé dans un objectif, comme t'as dit, faire du journalisme. Ouais. Tu pars dans l'idée de quand même de bosser là-bas. Comment tu fais pour vivre en fait sur place correctement? J'étais journaliste indépendant, donc j'avais eu la chance en rentrant d'Angleterre, comme j'avais beaucoup bossé dans la restauration à côté de mes études pour financer tout ça, et que le Royaume-Uni faisait à l'époque partie de l'Union européenne. J'ai pu avoir Pôle emploi. Et après, j'ai fait ma saison et tout. Donc après, j'avais Pôle emploi qui tombait et tout. Donc je suis parti dans ce pays-là en me disant, voilà, je vais être journaliste indépendant, je vais essayer de proposer des articles à droite à gauche. Et dans ma tête, je me disais, je vais rester 6 mois. Si je réussis à faire un article en Syrie, c'est incroyable et je vais apprendre des trucs. Et soit je reste là-bas ensuite un peu, soit je me casse et je vais en Colombie, puis après ailleurs, puis on verra bien. J'avais pas vraiment de plan, tu vois. Tu voulais publier chez quelqu'un en particulier? T'étais parti dans cet objectif-là, mais en te disant, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu avais comme média du coup? Je savais rien, mec. Moi, comme j'avais fait une école de journalisme. T'avais envie de le faire? J'avais envie de le faire, et j'étais abonné à plein de journaux. Je lisais déjà à l'époque des journaux de droite, de gauche, un peu tout le temps sur les mêmes sujets pour essayer de t'approcher d'une forme de vérité dans ce que tu lis. Et
Et je savais pas à qui j'allais vendre, et je m'en fichais, tu vois. Je me disais, tant que je publie un article, ce sera mon premier article de journaliste indépendant. J'étais encore très naïf à l'époque. Et je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait plein de journalistes françaises qui étaient trop fortes et qui bossaient en tant qu'indépendantes, mais en tant que freelance pour plein de journaux et de magazines différents. Et elles étaient ultra talentueuses, méga bien connectées. Il y en avait qui risquaient leur vie pour aller couvrir la chute de telle ville en Syrie. On parle encore une fois de 2013-2014, tu vois, genre ça pétait énormément là-bas, et c'est le moment où l'État islamique a commencé à exister, entre autres, et tout. Et donc, elles faisaient tout ça, et elles étaient mal payées en retard. Les gens modifiaient leurs articles en changeant les mots en France pour que les gens comprennent mieux, pour que le public comprenne mieux, alors que ça changeait complètement le sens de ce qu'elles avaient écrit. Et je me suis dit, tiens, donc si elles sont là depuis 5 ans, qu'elles sont trop fortes et qu'elles sont en galère comme ça, peut-être qu'il faut pas que je me mette, que je rentre dans la file d'attente derrière, parce que ça m'a pas l'air génial. Donc j'ai commencé à proposer plutôt des articles sur le graffiti et sur d'autres choses, sur des sujets sociétaux et tout, au Liban. Et le graffiti, personne d'autre dans le journalisme là-bas connaissait, donc j'ai pu proposer à un rédacteur en chef qui nous a quitté aussi, Émile Nasser, qui bossait dans un journal là-bas. Je lui ai dit, je connais le graffiti, je connais les graffeurs d'ici, si tu veux je peux les interviewer. Il a dit, mais c'est une très bonne idée, vraiment. Les Libanais n'ont pas entendu parler de ça et tout, il était trop chaud. Et grâce à lui, je me suis lancé là-dedans, j'ai bossé un peu là-dedans, puis au lieu de bosser dans le journalisme, il y a Epps, un mec de mon crew, qui est mon grand frère dans le graphe, qui a commencé à m'embaucher comme assistant sur des gros projets professionnels de graphe. Puis j'ai commencé à faire du doublage de voix, parce que j'ai toujours au Liban. Qui en sait, ouais, tout ça. D'accord. Je suis resté 2 ans et demi au lieu de 6 mois. Et le journalisme, au final, ça représentait 5% de ce que j'ai fait là-bas. Et donc j'ai commencé à faire plein d'autres boulots. Et j'ai fini par créer le premier graffiti tour de l'histoire du Liban, parce que j'en ai des gens en visite tout le temps, ils voulaient me payer, je disais non. Puis il y a eu un événement où l'Institut français m'a proposé de me payer pour faire des tours. Et j'ai commencé le premier avec eux, puis j'ai continué avec un pote avec qui je faisais ça, Bilal. Et ensuite, en 2016, j'avais l'impression que j'avais un peu, que j'avais réussi au Liban, tu sais, j'avais pas besoin de plus de thunes que ce que je gagnais, je bossais dans plein de trucs différents, j'étais trop content. Et je me suis dit, il est temps de bouger, de voir la Colombie avant d'avoir 30 ans, et je me suis cassé. D'accord. Et en fait, moi, c'est vrai que ce qui m'intrigue un peu, c'est quand tu te dis, t'es en France, tu dis le Liban, ok, très bien. Comment t'arrives à te trouver le point de chute au Liban? T'as déjà des contacts? J'avais aucun contact, je sortais avec une meuf à l'époque dont les 2 parents habitaient au Liban, c'était une coïncidence totale, je l'ai rencontrée pendant la saison à Courchevel que je faisais pour payer le voyage. Waouh, ah ouais. Et elle était franco-colombienne et ses parents habitaient au Liban, donc c'était un espèce de hasard monstrueux. Franco-colombienne, dire qu'elle est les 2 pays réunis, putain, c'est fou. Je suis pas superstitieux du tout, mais c'est des coïncidences qui me font trop marrer. Ouais. Et même si ça s'est pas bien passé du tout. Et donc je suis arrivé là-bas, au tout début j'ai vécu chez ses parents pendant genre une semaine, et après je me suis loué, j'ai pris une coloc quelque part, et j'ai bougé à partir de là. Et j'ai contacté des journalistes sur Facebook à l'époque, et je suis allé rencontrer les journalistes et tout ça. Et les graffeurs, je les ai rencontrés en écrivant sur Reddit. Je pense que c'est le seul commentaire que j'ai jamais écrit, le seul post que j'ai jamais fait sur Reddit. J'ai écrit bonjour, en anglais. Je vais au Liban, est-ce que quelqu'un sait s'il y a du graphe là-bas, et quelqu'un connaît des graffeurs là-bas? Et il y a un mec qui a répondu, je connais un bar où il y a du graffiti à Hamra, un quartier de Beyrouth. Je suis allé là-bas, j'ai vu 2 graphes très bien faits, mais les très classiques, c'est la tête de Tupac et la tête de Biggie. D'accord. Donc du coup, t'as peut-être un petit peu déçu sur... ok, mais j'en avais vu plein des trop beaux dans la rue, des graphes, donc voilà. Je demande au mec du bar, il me file le numéro du gars qui l'a fait, qui s'appelle Chadi Abou Sleiman, Chad the Mad, qui à ce moment-là était en train d'organiser les Secret Walls. Je sais pas si t'as entendu parler, je sais pas si ça existe encore. C'est un truc qui a commencé en Angleterre, et c'est des événements où t'as 2 artistes, illustrateurs ou autres, tu vois, graffeurs, ce que tu veux, et qui vont avoir, il y a un jury et il y a le public, et ils vont avoir 1h30 pour graffer 100 thèmes précis. Ils ont chacun une toile d'1m90 au carré, et plein de trucs pour écrire dessus, mais que en noir sur blanc. En tout cas, ceux qui avaient au Liban, c'était ça, des pinceaux, des marqueurs, des trucs. Et ils commencent, et il y a du Peura, et le mec qui anime la soirée, c'est un rappeur et tout ça, et ils font leur truc, et à la fin, on vote, il y a le jury plus le bruit du public pour voter. Et donc, Chadi Abou Sleiman était en train d'organiser le premier événement comme ça au Liban. Il me dit, viens, on se rencontre, je le rencontre, on s'entend trop bien. Et par lui, j'ai rencontré plein de graffeurs qui étaient invités à ce truc-là, et par eux, j'ai rencontré les autres, il devait y en avoir 12 à l'époque à Beyrouth. D'accord. Et je suis devenu méga pote avec eux, et c'est grâce à eux que je suis passé du tag au graphe. Ah Parce ouais. qu'ils m'ont dit, mec, c'est trop bien tes tags, mais viens, tu devrais faire du graphe. Je leur ai dit, je suis trop vieux, j'ai plus le temps, je dessine plus, je sais pas faire. Et ils ont insisté, et ma meuf de l'époque a insisté aussi.
Et donc je m'y suis mis, et puis 5 ans après, j'ai commencé à faire des trucs bien. Ouais. Après, c'est vrai que il y a ce truc aussi que je me dis, je suis jamais allé au Liban, mais quand tu te dis je vais aller au Liban, je vais avec ton projet en tête, quand tu arrives sur place, est-ce que c'est raccord avec ce que toi t'imaginais? Est-ce que t'as des surprises? Est-ce que c'est compliqué? Je sais pas. Moi, j'imaginais très peu, tu sais, c'est des pays dont on entend parler que quand il y a des attentats ou des trucs comme ça. C'est Donc, pour ça. c'est pour ça, il y a plein de gens qui croient que le monde arabe, c'est plein de barbus avec des kalachnikovs qui courent dans tous les sens. Enfin, Au-delà de ça, je trouve que l'univers, des fois, quand tu arrives, tu peux être, je sais pas, touché par des choses. Moi, je suis assez adepte. Enfin, on en a parlé un petit peu avant du truc de pense par toi-même plutôt que de le faire avec ce qu'on t'envoie dans les dents. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'arriver à comprendre ce que toi tu as ressenti quand tu es arrivé, en te disant est-ce que au contraire non, c'était vraiment compliqué, tu vois, de rentrer en contact avec les gens, au contraire non, ça a été relativement simple. Ils sont très très accueillants. Moi, j'avais pas trop d'attentes, tu vois. Je suis parti en me disant de toute façon, je supporterais pas de rester à Paris faire un taf dans un bureau. Ouais, t'étais parti, je pourrais d'accord. pas faire ça. Okay. Vraiment pour ma santé mentale, c'est absolument pas possible. Et donc je suis parti faire ça sans attente particulière, et en arrivant là-bas, j'étais complètement ouvert en fait. Je faisais attention aussi, tu vois, tu connais pas, tu regardes, il y a plein de militaires et de trucs comme ça dans la rue avec des flingues de différentes qualités et tout. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui croient que t'es un espion un peu tout le temps, les Libanais pas très informés et tout. Ah, il y a un appartement avec des Occidentaux et des Libanais là, ça doit vouloir dire que c'est des espions, je sais pas quoi. Enfin, c'est ça, il y a des... Mais ils sont quand même gentils avec toi, tu vois, ils sont quand même très, très sympas et très accueillants. Et donc j'ai pris mes marques tout doucement, et dès que j'ai eu mes potes graffeurs, j'ai commencé à traîner surtout avec des Libanais, parce que j'ai jamais... Enfin, tu sais, c'est toujours un peu ennuyeux les gens qui voyagent et qui finissent par traîner que avec des gens qui parlent leur langue ou qui parlent anglais, enfin tu sais, mais que des étrangers qui vivent à l'étranger. Moi j'ai préféré passer une majorité de mon temps à traîner avec des locaux, et tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai que ça te permet quand même d'être plus dans le jus en fait. Carrément, mec, comment tu vas découvrir le pays si tu traînes qu'avec tes compatriotes? Mais tu vois, tu me demandais comment c'est en arrivant. Quand j'ai rencontré les journalistes et tout, je posais plein de questions, je notais plein de numéros, j'appelais des journalistes, enfin j'envoyais des textos à des journalistes libanais que des gens de ma famille que quelqu'un de ma famille connaissait et m'avait envoyé un numéro. Je rencontrais ces gens-là, je leur posais plein de questions, j'emmagasinais, je lisais des bouquins sur le Liban, sur l'histoire du pays, et puis t'apprends en te déplaçant et tout, petit à petit. Mais par exemple, j'ai mis 2 ans avant d'écrire pour la première fois un truc entre guillemets politique sur un mur, parce que quand je venais d'arriver, c'était pas ma place du tout. J'écrivais que et tout ça, et j'essayais de comprendre un peu où j'étais. Après, le Liban il y a une phrase à propos du Liban que j'aime beaucoup, qui est assez connue, qui dit que si tu crois que t'as tout compris à l'histoire du Liban ou de la politique au Liban, c'est qu'on t'a mal expliqué. Donc il y a quand même une certaine... Enfin, tu t'arrives là-bas et tu te dis, même si j'ai déjà lu 4 bouquins et que ça fait 1 an et demi que je suis ici, il faut que je me garde à l'esprit que je sais rien. Ouais. En vrai, ouais. En tout cas, tu sais pas tout. Ah non, c'est sûr. De toute façon, ça, c'est pour ça que... Mais j'ai envie de dire, ouais, dans la vie en général, c'est vrai que... Ça, c'est pour ça que je me le suis fait tatouer, ce point d'interrogation, c'est parce que il faut se rappeler que tu sais pas tout, quoi. Tu peux te renseigner autant que tu veux sur quelque chose, tu sauras jamais 100% de ce qu'il y a à savoir dessus. Faut garder un peu d'humilité. Il faut toujours se dire que t'as pas vécu toutes les minutes de la vie de l'autre. Exactement. Donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'auras pas la meilleure façon de porter une critique sur quelque chose, même si ça n'empêche pas de parler. Mais c'est vrai que c'est important de considérer qu'il y a des facteurs que tu maîtrises pas, quoi. Mais c'est ça, quand je voyais parfois des élèves de Sciences Po qui étaient en stage au Liban ou qui faisaient une année d'échange ou je sais pas quoi, et que tu les voyais parler à des Libanais en leur disant mais enfin à cause de la déclaration de Balfour en telle année ou enfin tu vois, et c'est à cause de tel événement historique récent que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui et tout ça, et il parle à un mec qui vit ici et qui te dit bah non, il y a aussi 14 autres facteurs dont t'as aucune idée parce qu'ils étaient pas dans les 3 articles que t'as lus sur la question, mais ferme-la. Et ça maintient un peu, tu vois, enfin faut se rappeler en permanence un peu de quelle est ta place aussi. Ouais. Et toi, d'un point de vue occidentaux, français, ce que je dois avoir ce côté des fois un peu tu vois le truc qu'on se dit c'est facile de venir Liban français, t'as les moyens, enfin tu vois tous les trucs qu'on peut se mettre dans la tête quand toi tu viens d'un pays entre guillemets riche et que tu vas dans un pays qui est pas forcément complètement pauvre non plus, le Liban, j'imagine qu'il y a quand même... Maintenant c'est horrible, mais à l'époque ça allait un peu mieux. Voilà, quand même des gens qui peuvent, après il doit y avoir quand même des niveaux sociaux qui doivent être un petit peu, enfin beaucoup plus décalés qu'en France. C'est exactement ça. Et mais c'est vrai que là, toi t'as pas ressenti, tu l'as dit un petit peu déjà, d'appréhension envers toi par rapport à le fait que t'étais français et que peut-être qu'en effet tu
tu venais peut-être apporter aussi un peu des problèmes et pas que des solutions, parce que c'est vrai que, tu vois, Je sais pas si j'apportais des problèmes, tu vois, j'ai pas trop été... par rapport à eux, en fait, tu vois, la vision que t'as pu Non, ressentir, tu vois. il y a toujours eu, enfin, ça fait longtemps qu'il y a très peu de tourisme au Liban, depuis, alors qu'il y en avait beaucoup dans les années 60, 70 et tout, mais ça fait très longtemps que le pays est plus aussi touristique qu'avant, pour des raisons sécuritaires et de réputation et tout ça. Mais j'étais ultra bien accueilli, donc ça, il y avait pas de problème. Moi, les trucs qui m'ont posé problème là-bas et que j'ai pas aimé, en tant qu'occidental qui arrive là-bas, c'était les problèmes de racisme. Ça te saute aux yeux quand au bout d'un mois et demi tu te dis mais attends, mais les seules personnes noires que j'ai vues c'était les employés de maison ou des gens qui bossent dans la cuisine des restos, des trucs comme ça. J'en vois aucun saper normalement, à part le dimanche quand ils ont leur jour de congé. T'arrives à croiser le regard d'aucun Pakistanais ou de personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, ou tu vois, genre ils te regardent pas dans les yeux parce qu'apparemment genre ils ont l'habitude d'être traités comme de la merde. Ça, quand tu viens d'une grande ville occidentale comme Paris où il y a de tout, ça te marque direct, tu vois. Ça j'aimais pas du tout, j'aime toujours pas, même si la situation à cause de la crise dans le pays a un peu changé, tu vois. Ils sont vachement plus enfin beaucoup de gens sont sortis un peu de leur coquille entre guillemets à ce niveau-là, et c'est peut-être un des petits bons côtés à la situation atroce qu'il y a aujourd'hui. Mais ça m'avait beaucoup marqué, ça, je trouvais ça vraiment atroce, la manière dont les minorités étaient traitées, et quand j'ai appris ce que c'était la kafala, ça m'a traumatisé, et je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, tu veux nous expliquer. Dans le monde arabe, surtout dans les pays du Golfe et au Liban, il y a un système qui s'appelle la kafala, et ils font venir donc des travailleurs étrangers, en majorité des personnes d'Afrique noire, donc d'Afrique subsaharienne, mais aussi des personnes des Philippines, des femmes philippines, et parfois, enfin, et aussi dans d'autres pays, beaucoup de Pakistanais et d'Indiens et tout. Et ces gens-là arrivent et déjà ils doivent donner leur passeport en arrivant, et on leur confisque leur passeport, tu vois, ils ne l'ont plus, ce qui déjà, par exemple, en Europe serait illégal. Et ensuite, il y a des termes de contrat plus ou moins hardcore, mais en gros, t'appartiens plus ou moins à ton patron, t'as un jour de repos par semaine, t'es payé un tiers du salaire minimum, ou un quart, ou un cinquième du salaire minimum légal, et il y a des contrats où il y a marqué que t'as pas le droit d'avoir de téléphone portable. Il y a des contrats où il y a marqué que t'as pas le droit de tomber amoureux, et des trucs comme ça. Et puis surtout, quand eux ils viennent là-bas parce que même s'ils sont payés que $250 par mois, ou 200 à l'époque, ou 50, c'est peut-être plus que l'endroit d'où ils viennent, donc ils envoient un peu de thunes à leur famille. J'ai parlé à tellement de gens là-bas qui me disaient qu'ils avaient pas vu leur fils depuis 6 ans, et leur fils il a 6 ans maintenant, tu vois, et la meuf elle bosse là-bas, enfin, c'est des histoires vraiment vraiment difficiles. Et quand tu dis, bon voilà, ça fait 6 ans que je bosse, je veux partir, ton patron il peut dire, ok, il y a beaucoup de gens qui font ça là-bas, pas tout le monde, il y a aussi des bons patrons, hein, mais c'est une minorité. Il y a des gens qui disaient, ok, à ce moment-là, tu me payes $2000 pour ton passeport. Donc tu bosses sans que je te paye, jusqu'à ce que ta paye, enfin, en gros, jusqu'à ce que ça fasse $2000. Et après, tu peux partir. Mais comment tu prends le billet d'avion? Comment tu vois? Et évidemment, t'imagines que les gens qui sont dans le système de la kafala, la législation n'est pas la même en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne le reste de la population. C'est-à-dire que s'ils se font violer ou tabasser ou machin, les flics, ils s'en foutent complètement, tu vois. Heureusement, il y a des associations qui essayent de leur venir en aide et tout, mais voilà. Ça, c'est les trucs qui m'ont vachement choqué quand je suis arrivé là-bas. Je savais qu'il y avait des trucs dans ce genre-là, mais quand tu le vois en vrai, tu te rends compte que même si on a énormément de problèmes de racisme en Occident et en France, le reste du monde peut être autrement plus hardcore. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème ici, hein, vraiment. On en a énormément et de plus en plus, mais c'est pas le même genre de racisme, tu vois. Ouais, c'est fou. Et pour en revenir du coup à ce que tu as pu réaliser comme type de travail, qu'au début tu n'étais pas rémunéré, tu racontais, faire des tours de graffiti par exemple. Comment ça se concrétisait concrètement? C'est-à-dire que tu faisais ça dans la rue, Au tout début, moi j'habitais dans une banlieue qui s'appelle Fourn El Chebek, qui est au sud de Beyrouth, et donc il y a eu des longues périodes où j'avais pas de thunes du tout, pour des raisons que je n'évoquerai pas, et donc quand j'allais voir mes potes à l'autre bout de la ville, j'y allais en marchant. Personne ne fait ça, comme dans plein de pays méditerranéens. Tout le monde prend la voiture, même pour faire 200 mètres et tout. Moi, j'y allais en marchant, et donc je découvrais des coins de Beyrouth où j'étais là, il y a des poules et des chèvres ici, alors que... Enfin, c'est comme si tu voyais ça dans le 13e arrondissement de Paname, derrière un immeuble tranquille, tu vois. Et je voyais, je voyais plein de trucs, et des très vieux graphes et des trucs comme ça, donc j'y allais tout seul, puis après j'emmène un de mes colocs, parce que il a rien à faire, je dis viens avec moi, on va marcher, et je lui montre des trucs, il pète un câble. Puis j'emmène des potes libanais qui me disent j'ai jamais vu cette partie de la ville, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et au bout d'un moment, mes colocs, ils me disaient écoute, j'ai des potes qui viennent me voir pendant 2 semaines, mais tel et tel jour, je peux pas être avec eux parce que je travaille, est-ce que tu pourrais les emmener faire la visite que tu m'as emmené faire? J'ai commencé à faire ça. Puis après, il y avait des potes de potes.
c'est des journalistes de Roubaix qui étaient venus une fois, mais qui étaient connectés à moi, je sais même plus comment, qui m'emmènent faire ça, et ils essayaient de me payer. Moi, je leur disais, non, paye-moi des clopes et des bières, et ce sera très bien. Et ça a continué comme ça j'ai fait ça pendant genre 8 mois. Je faisais ça très souvent, j'adorais, j'appelais même pas ça un graffiti tour, je savais pas que ça existait, les graffiti tours. Et donc je disais juste aux gens, je t'emmène dans Beyrouth, tu vas voir des trucs de fou et du graphe. Et au bout d'un moment, j'avais rencontré un mec avec qui on devait faire un documentaire sur la scène graphe libanaise, et on devait le présenter à un événement organisé par l'Institut français en septembre 2015, pour la folle semaine du hip-hop ou je sais pas quoi. Et le mec en question filme tout, puis se barre en France et ne me donne plus jamais de nouvelles. Et quand tu me dis quand est-ce que tu vas monter les images et tout, impossible. Donc j'appelle le mec de l'Institut français, je lui dis je suis désolé mec, le documentaire il sera jamais fait en fait, moi j'avais passé 6 mois dessus, mes potes ils s'étaient investis, graffeurs libanais pour graffer à la caméra et tout, et on les verra jamais ces images, tu vois. Et donc je lui dis ça, moi je suis mortifié, je sais pas comment je vais me rattraper, et le mec il était déjà venu, ce gars-là, un bête de mec qui s'appelle François Tigé, qui bossait à l'Institut français à l'époque. Il me dit mais mec t'as qu'à faire une visite comme tu m'as emmené faire et on te paye. C'est-à-dire que le mec il a complètement disparu avec les images sans donner de nouvelles. Non. Et incroyable. Ouais. Et en gros, François Tigé me dit, écoute, t'as qu'à faire une visite à la place avec Bilal Tarabey, qui était un photographe français, un street photographe franco-libanais que j'avais rencontré là-bas, que j'aimais bien. Et donc, on a décidé de faire un photographe tour, donc où moi je parlerai de graphe et lui de street photographie. Et on a fait ça une fois pour l'Institut français à la folle semaine du hip-hop ou je sais pas quoi. Les gens ont bien aimé. Et ça fait qu'on a continué après par nous-mêmes par la suite en faisant la pub sur Facebook et tout ça. Et après, quand Bilal est parti du Liban, moi j'ai continué les fois d'après où je revenais au Liban à donner des tours tout seul. Mais surtout quand on l'a fait au début, moi j'ai commencé à raconter ça à des potes en France en disant ouais, j'ai inventé un bête de concept, j'emmène des gens voir les graphes à Beyrouth et je leur explique comment ça marche et qui sont les acteurs, et mes potes graffeurs ils viennent aussi, parfois ils graffent devant les gens et tout. Et mes amis m'ont dit mec ça existe dans absolument toutes les grandes villes du monde, hein, ton truc. Et j'ai dit ah ok. Mais j'étais quand même, c'est un boulot que je kiffe toujours autant faire, même depuis que je suis rentré en France. C'est un plaisir d'initier des publics aussi variés à ce genre de trucs, ça fait vraiment plaisir. Et concrètement, ce que tu voyais au Liban comme type de graphe est-ce que tu voyais des tags aussi? Ah ouais, de ouf. Quand je suis arrivé, déjà il y avait eu plusieurs événements, un événement qui s'appelle White Wall en 2011 ou 12 il me semble, qui avait eu lieu où il y avait eu plein de graffeurs étrangers qui étaient venus. Il y a également une histoire atroce là-bas où ils avaient fait peindre ce qui était à l'époque la plus grande boîte de nuit peinte en graffiti du monde, donc c'est une catégorie assez petite, mais bon voilà, c'était un espèce de truc, un immeuble ovale près du port de Beyrouth, immense et graffé de haut en bas. Ils avaient un budget de 1 100 000 € pour faire venir des artistes pour peindre dessus, et devine combien d'artistes libanais ont peint dessus. Je vais te dire 0. Et donc les graffeurs étaient trop vénères, mais en même temps il y a des mecs comme Mr. Wayne, comme Rezo, comme des gens comme ça, Rezo le Toulousain, qui sont venus, et les graffeurs venaient traîner avec eux après la peinture, leur apporter du shit ou des trucs, et les emmenaient peindre dans la ville. Et donc ça a donné un boost à la scène libanaise qui est beaucoup plus jeune que la scène française, où il y a eu vaguement des graphes dans les années 90, mais ça a vraiment commencé en 2000-2006, tu vois. Ah ouais, ok. Et apparemment, c'est en train de devenir la même chose en Tunisie, au Maroc, et les scènes, elles sont en train d'éclore maintenant. C'est super intéressant que ça soit en décalé. Et donc, voilà, ils ont beaucoup appris de ces gens-là. Donc, je voyais des graphes de sommité mondiale du graphe dans la rue, et des trucs de gens locaux qui étaient pas mal du tout, beaucoup mieux que ce que moi j'aurais pu faire à l'époque. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est tous devenus des kings et des queens de malades, donc c'est drôle de voir ce que je voyais à l'époque et qui m'impressionnait, ça m'impressionne plus du tout maintenant. Ils ont pris un coup de boost monstrueux. À cause de ça, puis aussi parce qu'ils ont beaucoup de talent. Là-bas, beaucoup des graffeurs ont fait des études de design graphique et de trucs comme ça, donc ils ont déjà des notions de composition, de couleurs et de trucs comme ça. Dès qu'ils prennent une bourde de peinture pour la première fois, ils savent déjà des trucs que toi ou moi on ne savait pas les premières fois qu'on a testé, tu vois. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que quand tu faisais ces fameux tours, il y avait des choses, des œuvres, on va dire, à voir, qui étaient à la fois internationales, on va dire. Ouais, bien sûr, de renommée internationale. Ouais. Et locales. Donc t'avais vraiment les deux. C'est fou ça. Ouais, ça veut dire qu'en fait, eux, quand ils ont commencé à peindre, c'est pas forcément l'histoire de culture qui a commencé vraiment avec là, on va dire pas naturellement, parce que spontanément, tu veux dire c'est arrivé en fait par le biais qu'il y a eu des gens qui ont commandé
des choses, des œuvres? Non, pas vraiment, parce Comment que dans les années 90, il y a eu un petit groupe qui a peint dans les ruines du centre-ville de Beyrouth, qui avait été quasi intégralement détruit pendant la guerre civile. Et eux, avant que tout ça soit rasé par le gouvernement du Premier ministre pour être reconstruit en espèce de Disney faux arabe, enfin fausse ville arabe des années 30. Maintenant tout est là-bas, il y a que des boutiques de luxe et tout. Mais à l'époque, voilà, c'était en ruine. Eux, ils avaient graffé vite fait là-bas, puis ils se sont arrêtés. Puis dans les années 2000, il y a Fish et Rat et quelques autres mecs d'un crew qui s'appelle REK qui ont commencé à graffer un peu là-bas, mais très vaguement. Et en 2006, quand Israël bombardait comme des malades pendant un mois au Liban, à l'été 2006, en se battant soi-disant contre le Hezbollah, mais en tuant 2500 personnes en un mois, qui étaient pas du tout tous du Hezbollah. Et à ce moment-là, Fish et d'autres mecs, ils se disent, mec, on est bombardé tous les jours, là, si on sort pas, on va pas se faire arrêter, c'est sûr, tu vois. Et ils sont sortis, ils ont fait des grosses peintures, dont une qui, me semble, à l'époque, disait « Beyrouth ne meurt pas », en arabe, « Beyrouth ma bitmout » ou un truc comme ça. Et ça, c'est devenu un truc culte à Beyrouth, tout le monde le prenait en photo après la guerre, il y a des gens qui en ont fait du merchandising sans leur demander et tout, il y a des gens qui se sont fait de la thune beaucoup avec ça. Et donc le graffiti existait déjà, mais c'est vrai que des trucs comme un graffeur allemand que j'ai eu la chance de rencontrer récemment qui s'appelle Don Stone, quand il est arrivé à Beyrouth, il a donné il est marié à une Libanaise et il a donné des ateliers de graffiti, et il y avait donc des gens qui graffaient déjà mais qui connaissaient rien et qui sont arrivés là-bas et qui sont passés j'apprends tout seul avec des bombes pourries en plus, t'imagines. Et là il y a un mec qui me montre tous les trucs, les caps, la pression, les trucs comme ça, et ben ça a aussi contribué à faire décoller la scène encore plus. Ah ouais, c'est dingue. Donc tu es resté combien de temps là-bas? Au Liban, la première fois que j'y suis allé 2 ans et demi. D'accord. Ouais. Et après tu es parti, Après je suis rentré... T'avais complètement laissé tomber ton histoire de journalisme initiale? Non, je continuais à bosser pour l'agenda culturel, le journal de Émile Nasser dont je parlais tout à l'heure, mais c'était des petits articles où j'interviewais une danseuse, un mec qui fait de la sculpture, un graffeur, un rappeur, et j'étais payé $35 par article, tu vois, c'était vraiment rien, c'était pas parce que j'aimais bien faire ça. Mais sinon, le reste de ma thune, c'était vraiment en tant qu'assistant pour Epps, avec les tours, avec le doublage de voix, avec les trucs comme ça. Tout ça, c'est ce qui payait mon loyer. Et j'adorais parce que j'avais une vie qui était... Enfin, il y avait jamais 2 semaines qui se ressemblaient, tu vois. Et en même temps, j'avais quand même plein de temps libre et je prenais le bus pour aller voir une pote et je voyais un truc abandonné à côté du bus. Donc tu dis, merci, le bus il s'arrête au milieu de l'autoroute, tu descends, tu vas graffer le truc, t'attends le bus. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Ça fait vraiment plaisir, le sentiment de liberté qui naît un peu du chaos. Il y a plein de côtés négatifs au chaos dans un pays, mais à l'époque, à Beyrouth et encore aujourd'hui, et dans d'autres pays, j'en suis sûr, il y a aussi une forme de liberté qui est jouissive et enivrante dans le chaos. C'est facile à dire pour nous, parce qu'on a le passeport pour se barrer si on veut, si ça va trop loin, tu vois. Évidemment que c'est un truc de privilégié, mais ça veut pas dire que tu peux pas t'en servir et l'apprécier et faire partie du pays où t'es, tu vois. On parlait tout à l'heure, avant que ça commence, de vacances, où tu disais, je sais pas partir en vacances, moi non plus. Je préfère partir de 9 mois ou 2 ans dans un pays que 2 semaines. Je saurais pas quoi faire pendant 2 semaines dans un pays, et j'ai besoin d'apprendre au maximum, en fait, sur l'endroit où je suis, et d'essayer d'en faire un peu partie, tu vois. Je suis pas libanais, je suis français, je suis babtou, mais apprendre un peu à parler arabe, apprendre, savoir me débrouiller tout seul, et puis poser des questions à tous les yeux, tous les jeunes, tous les gens qui ont une vie complètement différente de la tienne. C'est ça qui est intéressant dans le voyage. Ah oui, c'est clair. Notamment que quand tu pars dans des pays comme ça, c'est des pays qui, de ce qu'on entend de l'extérieur, sans plus s'y intéresser que ça, il y a des problèmes. Tu vois, il y a des gros problèmes, il y a quand même une histoire qui est quand même impressionnante. Enfin, c'est bien sûr. Un endroit qui est chargé d'histoire, mais cette partie-là, tu dis donc tu y es revenu, mais donc tu y es parti aussi. Ouais. Pourquoi à un moment donné t'as arrêté, t'as décidé de partir du Liban? Mais c'est trop bizarre, mec. Mais en vrai, je voulais voir la Colombie et j'avais l'impression d'avoir réussi au Liban. Je gagnais pas des milliers et des cents, mais je me posais pas la question. Je me posais pas la question de comment j'allais payer mon loyer. Je savais que c'était. Enfin, tu vois, il y avait pas d'embrouille de ce côté-là. Et j'avais fait un gros article et j'avais participé en tant qu'assistant à d'énormes boulots de graphes là-bas et j'avais fait des centaines de graphes dans la ville et tout. Et je me suis dit, vas-y, je pensais pas avoir fait le tour du Liban, tu vois, mais j'avais envie de voir la Colombie. À l'époque, je me disais aussi, en Colombie, j'aimerais bien camper, marcher dans la jungle et tout ça, et je vais pas faire ça à 35 ans, vaut mieux que je le fasse avant 30 ans, donc il est temps, tu vois. Et en 2016, j'ai dépensé tout l'argent qui me restait en un mois, et ensuite, je suis rentré en France avec 400 balles dans la poche en me disant, dans moins d'1 an, je suis en Colombie. Et en octobre, j'étais en Colombie. T'es parti t'es revenu en ayant un objectif de repartir. Ouais.
Et tout ça à chaque fois en pratiquant aussi encore un peu le graphe, où tu te permets de... Quand je suis rentré en France? Ouais, quand tu le tag, tout ça, tu te dis, ouais, t'es toujours dans ce truc-là, ou est-ce qu'il y a des fois tu lèves un petit peu le pied? Non, franchement, non. Je lève pas trop enfin, si, je lève le pied. De toute façon, je suis pas un graffeur forcené qui graffe, qui fait 40 flops par semaine. Ça te suit, c'est ça que je veux savoir. Quoi qu'il arrive, Est-ce que ça te suit, ou est-ce que tu mets un stop et tu dis, on se concentre sur autre chose en ce moment? Bah, il y a des fois, quand tu fais une saison, tu graves pas, tu vois. Ouais. Par exemple, parce que t'as pas le temps. Tu travailles 6 ou 7 jours par semaine, entre 10 et 16 heures par jour, t'as pas le temps. Et quand t'as une journée de libre, tu préfères la passer à chiller au soleil avec tes potes qu'à aller faire un truc physique, tu vois. Genre, t'es trop claqué. Mais quand je suis rentré du Liban, 1 mois avant que je rentre, je crois, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, ah, t'es graffeur français? Moi, je suis français aussi, j'ai un pote qui graffe dans le 15e à Paris. Attends, on est genre 5 dans le 15e, c'est qui ton pote? Et il m'a donné le numéro de Absurde, qui maintenant est rentré dans RBK, et par Absurde, j'ai rencontré Nossi aussi, un mec, une figure du graphe de la rive gauche monstrueuse, et je les ai rencontrés, on s'est super bien entendus, je les ai invités dans RBK direct, et ils ont accepté, ce qui fait trop plaisir. Et donc j'ai continué, j'ai fait quelques pièces à Paris, puis en avril, je crois, je suis reparti faire une saison dans le Cantal, ouais. Pour payer mon voyage en Colombie, et 1 mois après avoir fini la saison, j'étais là-bas. Tu pars comme ça, tu te prévois un budget particulier, ou comment t'arrives à quantifier, entre guillemets, J'avais encore Pôle emploi grâce à la saison qui a duré 5 mois et tout, et je me dis, il faut que j'arrive à bosser de là-bas. Puis encore une fois, j'aime pas trop les trucs qui brillent, je vais pas dépenser dans des bars qui coûtent la peau du cul ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien boire des bières sur des toits d'immeubles ou dans la rue, donc ça coûte pas cher. Ouais, mais j'arrive pas du coup à me rendre compte. Mais je suis pas aussi organisé que ça, tu vois, j'y pense pas en fait. Tu te dis, je sais pas, il me faut 1000 balles, 2000 balles, t'as le billet d'avion, et après tu te dis, j'ai le billet d'avion, un petit pécule. T'as ton pécule parce que pendant la saison t'as pas le temps de dépenser ta maille, donc t'as quand même quelques milliers d'euros, et t'as le Pôle emploi qui tombe, donc en fait t'arrives, et puis moi j'ai voulu rapidement me choper une chambre, au moins pour mettre mon sac à dos et pouvoir voyager plus léger, mettre mon gros sac à dos pour pouvoir voyager qu'avec le petit un peu partout. Et donc j'ai trouvé une chambre qui me coûtait $100 par mois à Medellín, dans une famille, et j'ai laissé mes affaires là-bas, et je voyageais un peu. J'ai beaucoup moins voyagé que prévu, comme souvent, tu sais, le voyage ça se passe pas du tout comme t'avais prévu à la base. Ouais. Mais Et pareil, là-bas, t'es arrivé, t'avais déjà des contacts, tu savais où atterrir? Zéro. Comment ça s'est passé? Je me suis rendu compte en arrivant là-bas qu'il y avait une journaliste française que je connaissais qui était là-bas, donc on a passé quelques jours à Bogota, ou 2 jours à Bogota, puis on est allé à Medellín, puis à Guatapé, près de Medellín, où il y avait une auberge de jeunesse qui s'appelle Casa Cayam, qui est incroyable. Et je suis devenu pote avec les mecs qui tenaient ça. Elle est partie après. Moi, je suis allé à un tour de graphe j'étais allé à un tour de graphe à Bogota avant. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce genre de choses. Ouais, bien sûr, mais qu'il y a une culture malade. Dit, du coup, mais c'est moi qui ai inventé le concept. Si, mais je parlais pas espagnol, donc il me comprenait pas. Mais au début, je parlais pas espagnol. Mais ouais, non, c'est plutôt un tour de street art, et là-bas, c'est ultra politisé et tout. Et c'est magnifique. Ils sont extrêmement courageux et talentueux là-dedans. Et donc j'avais rencontré par ce truc par ce tour, j'ai rencontré 1 ou 2 graffeurs, j'étais allé peindre avec eux, j'avais rencontré un graffeur australien qui était cool, et eux sont arrivés à Medellín pendant que moi je venais de prendre ma chambre là-bas, donc je suis allé graffer avec eux, et après j'avais mes potes et tout ça, puis j'arrêtais pas en gros de voyager un peu, retourner à Casa Cayam, l'auberge de jeunesse là, passer quelques jours là-bas, rencontrer plein de gens, prendre des champignons hallucinogènes qui poussent partout dans la région. Ah ouais. Ouais. Et puis se balader, dessiner toute la journée, tu sais, tu fais que dessiner, jouer aux échecs, couper des stickers, faire des trucs comme ça toute la journée, et rencontrer des gens qui font des trucs de malade, de la poterie, des bracelets, de ce que tu veux, et tu t'as de moins en moins besoin de thunes, tu vois, parce que tu t'échanges des trucs de plus en plus, et l'argent devient beaucoup moins une problématique dans ta vie. En fait, c'est vrai que t'as une façon de vivre ta vie aussi qui s'adapte. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est pour ça que je te disais, tu pars demain dans un pays, combien tu prévois? Parce que moi, c'est ma façon un petit peu d'imaginer un projet par rapport à un départ quelconque dans quelconque pays. Mais dans ta façon de voir les choses, on a l'impression que t'es plus, t'as une capacité à t'adapter, entre guillemets, au monde qui t'entoure, enfin, qui est en toi, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as une facilité comme ça à arriver dans un monde et de te dire, je vais regarder, je vais observer, je vais comprendre, je vais m'adapter, et je vais avancer dans les directions dans lesquelles j'imagine
pouvoir prendre du plaisir ou Ouais. pouvoir travailler, ou voilà. Après, à l'époque, c'est quelque chose que j'ai appris sur moi en vivant comme ça, comme je pense encore une fois Tu l'as fait beaucoup de gens. naturellement. Moi, c'était pas préparé ou quoi que ce soit. Je faisais ce Mm. que je sentais en essayant de, tu vois, par exemple, t'arrives en Colombie, tu vas au bout du 2e jour dans une boutique de graphes et tu dis, et moi, je dis bonjour, je parle très mal espagnol, tu parles anglais, ok, cool. C'est quoi les règles dans le graphe ici? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut surtout pas faire? Et c'est quoi les quartiers où il faut pas aller? Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil et tout? Et c'est quoi l'ambiance dans la rue pour peindre, et t'écoutes ce qu'on te dit, tu te rappelles que t'es pas chez toi, et après tu rencontres des graffeurs et tu poses des questions aux graffeurs de là-bas et aux anciens surtout, tu vois, et comme ça tu sais un peu quelle peut être ta place là-dedans. Et ça c'est super important, mais il n'y avait pas de plan comme ça de base, quoi. C'est vraiment arrivé plutôt Oui, c'est ça, spontanément. tu arrives en t'adaptant et en étant en bonne intelligence, entre guillemets. C'est ça, et quand tu fais pas de plan précis, c'est plus difficile d'être déçu aussi. Oui, bien sûr. Tu te dis, je vais aller là-bas, j'aimerais bien vaguement faire ça, je m'étais promis que j'irais au Machu Picchu dans le pays d'à côté, là, enfin dans un autre pays là-bas, et au final je l'ai pas fait du tout, je le ferai peut-être un jour. J'ai fait que des trucs différents de ce que je pensais, et j'ai adoré, et c'était une expérience incroyable. Pendant 9 mois, même si je pensais m'installer là-bas, au bout d'un moment je me suis rendu compte que, même si maintenant je parlais à peu près espagnol, je pourrais pas faire les tafs de doublage ou les trucs comme ça que j'aime beaucoup faire et tout, Ah oui, pourquoi? Parce que pour faire du doublage, il faut maîtriser une langue et savoir faire des accents, savoir faire des voix, savoir faire des trucs. Là, si j'avais fait du doublage là-bas... évidemment, ouais. Oui, bien sûr. Donc, je pourrais pas le faire en Angleterre ou ailleurs. Alors, en France, je peux un peu le faire. Et donc, ça, et aussi le fait que j'ai adoré la Colombie, je pense que c'est le pays le plus beau que j'ai vu de ma vie, peut-être ex aequo avec le Kenya ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est incroyablement magnifique en termes de paysage, le règne animal là-bas, le nombre d'oiseaux, des trucs comme ça. Mais il y a aussi dans les grandes villes, c'est autrement plus dangereux qu'ici. Moi, il m'est absolument rien arrivé, mais c'est parce que si tu veux qu'il t'arrive rien là-bas, tu dois être faire un peu attention tout le temps, même quand t'es bourré, tu te balades pas avec tes écouteurs la nuit tout seul ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, faut être un peu sur le qui-vive tout le temps. Et moi, j'ai eu de la chance, il m'est rien arrivé du tout, mais j'avais pas, par rapport à une ville comme Beyrouth, qui était la ville la plus sûre que j'ai jamais vue de toute ma vie, en termes il y a pas de petite criminalité à Beyrouth, tu vois, il y en avait pas à l'époque. Je me disais, je me sens quand même un peu mieux dans ces villes-là, tu vois. J'ai pas envie de constamment devoir m'inquiéter pour ma pote qui vient de partir toute seule le soir, ou pour, tu vois, peut-être qu'au long terme, ça m'aurait blasé, tu vois. Parce qu'il y a des vraies histoires, en effet, Ouais, des vraies histoires, ouais. De vraies histoires. Et ouais, c'est pas cool du tout, donc ça fait... Puis moi, il a failli m'arriver quand même des trucs là-bas, il m'est rien arrivé de grave, mais il y a eu des altercations et des trucs où tu flippes un peu, et où tu te dis, ça devient drôle dès le lendemain, tu vois. Mais je pense que au long terme, ça m'aurait gavé. Je préférerais... Oui, l'ambiance était un peu plus pesante. Dans les grandes villes surtout, ouais. Et ça, en fait, quand t'es arrivé, tu l'as ressenti tout de suite? Je le savais aussi, c'est des pays qui ont cette réputation-là, bien sûr, c'est pour ça que je faisais attention. Mais après, des fois, tu sais, mais oui, tu vois, il y a énormément de problèmes de drogue, il y a ce qu'on appelle le basuco, je crois, c'est-à-dire basic, c'est ce qui reste une fois que t'as fabriqué de la coke, les trucs que normalement tu jettes, eux, ils le revendent, et c'est comme du crack encore pire, et ils le revendent à, je sais pas, $2 le gramme, ou un truc comme ça, tu vois. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont complètement tarés parce qu'ils sont accros à ce truc-là et que ça leur bousille le cerveau et le corps. Et donc tu dois faire super gaffe assez souvent, et on te propose de la coke tout le temps et des trucs comme ça. Et moi j'aimais bien les guédros à l'époque, mais pas prendre de la coke ni tous les jours, ni tous les week-ends, ni quoi que ce soit. Donc t'es aussi beaucoup entouré de gens qui aiment beaucoup ça. Enfin, tu rencontres beaucoup de gens qui ont l'air d'être là que pour ça, et c'est un peu décevant aussi. Ah oui, d'accord. Mais voilà, moi sincèrement, il m'est rien arrivé de grave au final, tu vois, et j'ai adoré. Mais clairement, plus je vieillis, plus je me dis, moi, je me verrais bien vieillir dans une petite ville, voire un village où il se passe pas grand chose et où tu laisses ta porte ouverte quand tu sors de chez toi. J'aimerais plutôt être dans un endroit comme ça à terme, tu vois. Oui. Parce que c'est vrai que ça existe, même en France. Bien sûr, ouais. Après, c'est vrai que c'est aussi toi, comment tu vis. Parce que si tu vis avec une richesse intérieure, je parle là de mobilier ou de ce que tu représentes pour les gens, tu vois, et tu laisses ta porte ouverte, c'est pas que t'es ouvert d'esprit, c'est que t'es ou trop ouvert d'esprit en tout cas. Un peu niais. Un peu niais. Il est gentil, mais il est un peu niais. Et moi j'ai pas trop de problème avec ça parce que je te dis, j'ai pas de trucs qui brillent. Oui, non, mais c'est ça, voilà, comme je te dis, vu que c'est ta mentalité, c'est normal d'avoir cette façon de voir les choses, quoi. Donc en fait, de Colombie, j'ai pas entendu si tu avais travaillé là-bas. J'ai travaillé en tant que graffeur à peu près uniquement, tu vois. Là-bas,
je vendais des stickers, je vendais des dessins, j'échangeais des dessins parfois contre un mec qui disait vas-y, je te paye ta bouffe demain et après-demain et tu me fais un dessin avec ça et ça. Je disais ok, et c'est ça que je te disais. Le troc, c'est incroyable, il y a plus de thunes Ah oui, d'accord. qui passent de main en main et au bout d'un moment tu te dis ça fait 5 jours que je picole, je bois. À l'époque je fumais des clopes et je fumais des joints et je me disais je fume et je bois et je mange à ma faim. Et j'ai pas dépensé un centime, mais par contre j'ai dépensé du temps et de l'énergie pour faire des choses aussi bien que je pouvais pour les. Et ça veut dire que là, pour le coup, t'es parti, parce qu'on parlait tout à l'heure du graffiti, tu disais le dessin, j'étais pas vraiment satisfait entre guillemets de ce que je faisais. Donc là, c'est que t'es quand même arrivé à un stade où ça le fait, quoi. Bah, je sais pas, moi quand je regarde si ce que je faisais à l'époque, je si trouve ça nul. Mais... Si t'arrives, comment dire, à le monnayer contre quelque chose. Mais que les gens le reconnaissent. Mais je pense que c'est en partie parce que les gens ils connaissent pas bien le graffiti, parce qu'ils aiment bien voir leur nom écrit, parce qu'ils t'aiment bien toi, donc ils ont envie d'avoir un truc de toi. Mais moi c'est pas de la fausse modestie, c'était vraiment pas terrible ce que je faisais à l'époque, c'était propre quand même, mais c'était vraiment pas terrible. Mais c'était fait avec amour et tout, et c'était le principe de ce truc. Et les graphes, je faisais déjà des trucs passables à l'époque. Donc à un moment, je suis allé à c'était quoi le nom de cette ville, je l'ai oublié, mais une ville sur la côte atlantique, et j'arrive dans une auberge de jeunesse où il faut marcher pendant des plombes dans la forêt pour arriver là-bas et tout. Et j'arrive et je dis, le mec il s'appelle Oscar, ça s'appelait Oscar's Lounge, je crois, à l'endroit. Un vieux avec une grosse barbe, trop sympa, complètement tripé, vieux colombien qui parle 5 langues et qui a une vie de dingue. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te faire un graphe là et un dessin. Enfin, je lui avais fait un dessin au bout du 2e jour avec sa tête et son nom et tout. Il avait été méga ému. Je lui ai dit, tu veux que je le fasse sur le mur là-bas? Il a dit, vas-y. Et il m'a dit, je te paye, enfin, t'as pas à payer ni la bouffe ni tes nuits ici pendant 4 jours. Et donc après, je suis resté là-bas et j'ai fait le plus beau graphe que je pouvais à l'époque. Quand tu dis il faut une éternité dans la nature pour y arriver, enfin, j'arrive pas à me rendre compte. Bah, une éternité, il faut marcher dans un truc où il y a des montées et des descentes et de la boue et c'est un sentier qui est moins large que, c'est complètement planqué, en fait, dans la... Il y a plusieurs endroits comme ça là-bas, ouais. C'est dingue. Mais tu les vois sur les trucs de tourisme, les trucs comme ça, mais en vrai, pour y aller, t'as intérêt à aimer la marche et à pouvoir supporter les moustiques et les trucs comme ça, ouais. Mais c'est trop bien, mec. Ah ouais, j'imagine. Parce que tu vas pas avec ta petite valise à roulettes, tu vois. Oui, il faut des grosses roues, quoi. Il faut des roues... ouais, si elle est 4x4, ça va. Mais d'accord, ok. Ah ouais, c'est fou. Donc ça veut dire quoi? T'as réussi à travers le graffiti à en faire une monnaie, quelque part. Ouais, grave. Et je suis loin d'être le seul, mais c'est une bête de manière de voyager. Moi, je trouve ça génial, parce que du coup, c'est une belle façon de pouvoir vivre et d'avancer aussi au quotidien, parce que tu peux très bien dire je sais faire ci, je sais faire ça, mais de là à le proposer en l'échange de quelque chose, enfin tu vois, tout le monde va pas forcément y penser, quoi. On va dire je sais le faire, mais j'ai pas d'argent, donc je peux pas payer ma chambre. Enfin, tu vois, donc du coup je sais, ouais, mais tu mets le truc dans la case et tu dis bah non, en fait, donc ça s'arrête là, je peux pas continuer. Mais alors que toi tu le tentes, et parfois ça marche pas aussi, tu vois, il y a plein de fois où ça marche pas, mais moi il y a pas mal de gens, et je pense que c'est normal, tu sais, il y a plusieurs types de personnalités différentes, mais il y a des gens qui te disent souvent quand tu voyages, mais comment t'as fait pour partir dans un pays où tu connaissais personne? Moi ça me fait trop peur, j'aimerais trop le faire, mais j'ai trop peur, je comprends pas comment tu fais. Et moi à chaque fois je répondais, mais moi rester dans le même bureau tous les jours de la semaine, ça, sincèrement, c'est sans exagérer, ça me terrifie et je sais pas comment vous faites. Je suis incapable de faire ça, je sombrerais dans la dépression, je prendrais toutes les drogues tout le temps. Si je faisais ça, je serais quelqu'un d'extrêmement malheureux. Moi, apparemment, j'ai besoin, enfin, je fais partie des gens qui ont besoin de l'inconnu et de prendre des risques. Et puis, tu sais aussi, à la fin, faut être conscient des privilèges qu'on a, nous, en tant qu'occidentaux, et encore plus en tant que Babtou. Mec, si au pire du pire, j'ai plus d'argent, je suis dans la merde et tout, je me ferais rapatrier, tu vois. Évidemment, moi, j'ai rien fait pour me retrouver dans cette situation, mais il y a quand même un truc où tu sais que tu peux le faire. Et après, tu prends quand même des risques où tu te dis, là, si ça part, là, ça peut partir très loin et on verra bien. Ça fait partie de l'aventure. Mais dans l'ensemble, tu sais que, enfin, tu pars en Colombie, bah, ça se trouve, j'aurais pu arriver là-bas et rencontrer, par coïncidence, que des gens avec qui je me serais pas entendu du tout pendant 2 semaines et vivre que des trucs, désagréables, et je serais soit allé dans un pays à côté, soit rentré en France et j'aurais préparé mon voyage d'après, tu vois. Et il s'est avéré que j'ai eu de la chance et que j'ai rencontré les bonnes personnes et été dans les bons endroits. Bah, au-delà de la chance, je pense que c'est aussi une partie de ce qu'on pourrait appeler le destin, ou, de comment toi tu vis avec les autres, c'est ce qui fait aussi la vie que tu as. À 100%. Tu vois, c'est vrai que c'est comment t'agis tous les jours. Si tu passes ton temps à être aigri, à critiquer,
Enfin, c'est normal que ta vie elle soit un petit peu merdique, quoi, à un moment donné. Ouais, et si t'as besoin de confort à fond, et si tu peux pas aller là-bas parce que c'est fatigant d'y aller à pied, ou tu peux pas aller dans cet hôtel parce que il y a eu des puces de lit la semaine dernière, ou tu peux pas aller tu feras moins de choses, c'est un choix, y a pas de souci. Mais si plus t'es prêt à vivre des trucs qui te sortent de l'ordinaire et à te passer de ton confort, plus, à mon sens, dans la vie que j'ai aimé mener, plus il va t'arriver des trucs intéressants. Ouais, donc c'est sûr. C'est vrai qu'après, comment dire, les rencontres, tout ça, ça nourrit aussi, comment dire, comme tu disais, hein, le fait de pouvoir partir dans les pays comme ça nourrit des envies, des voyages, des projets professionnels auxquels tu n'aurais pas forcément mais clairement, pensé dans un premier temps. Et puis en faisant ça, tu rencontres plein d'autres gens qui le font. Moi, je me considère vraiment, en termes de voyage, par rapport à énormément de gens que j'ai rencontrés, comme un petit joueur. J'ai rencontré des gens qui faisaient ce que moi j'ai fait pendant quelques années, mais depuis 20 ans, ou des gens une famille qui traversait les Amériques du Nord au Sud dans un énorme camping-car, avec leurs 3 gamins qui avaient entre 2 et 8 ans, tu vois, et ils ont dit on s'est donné 2 ans pour le faire, ou je sais pas quoi. Enfin, tu rencontres plein de trucs où tel mec qui a été reporter de guerre et qui fait ça, ou alors le graffeur australien dont je parlais, qui s'appelle Bogle, qui avait déjà à l'époque 35 ans ou 36 ans, et qui lui était journaliste australien, et comme il était responsable de décortiquer, d'analyser et d'écrire sur les vidéos d'exécution de l'État islamique à l'époque, encore une fois 2016, enfin, il le faisait depuis 2014, et il avait fini par faire du stress post-traumatique sans même être allé là-bas, tu vois, il avait fini par péter un câble complètement, et là il prenait 6 mois loin de sa meuf et loin de son pays, mais juste pour se changer les idées. Il était parti en Colombie, tu vois. Et tu rencontres plein de parcours comme ça qui sont très intéressants à écouter, qui peuvent être inspirants, en disant il faudrait que je fasse ça, ou il faudrait surtout pas que je fasse ça aussi, et ça te construit énormément. Vas-y, je rentre en France, mais j'ai pas du tout envie d'être... Enfin, à Paris, en tout cas, c'est une ville qui me convenait pas du tout. C'est pour ça que le graffiti m'avait fait du bien au début, parce que j'étais fauché, mais au moins avec le graphe, je pouvais m'amuser, et puis je pouvais trouver de l'intérêt à cette ville. Mais c'est une ville dans laquelle je m'étais jamais senti chez moi, mais jamais, pas une seule fois, alors qu'à Beyrouth, je me sentais chez moi tout en sachant que je venais pas dans tous les quartiers, ou parce que Paris c'est grand quand même. Mais je connaissais très peu à l'époque, et j'étais né dans les mauvais endroits. Mais c'est vrai, 15e, parce que j'ai vécu un tout petit peu ici, les Moulineaux. Et tu vois, du coup, j'ai une vague idée de ce à quoi ça ressemble, mais puis j'avais mon pote tout mort qui était là-bas. Et c'est vrai que c'est pas un quartier, c'est pas Belleville, c'est pas Montmartre, c'est pas le 18e, c'est pas le 17e non plus. Moi, c'est en revenant d'avoir voyagé que j'ai traîné dans les bons quartiers et que je les ai appréciés au maximum. Avant, j'y allais très rarement et j'aimais bien, mais j'évoluais pas à la base, si tu vois ce que je veux dire. Et donc là, je suis rentré à Paris, je voulais en partir, et il y avait une meuf trop stylée que j'avais rencontrée en Colombie, qui s'appelle Anaïs, et qui elle était marseillaise, et qui m'a dit mais viens t'installer à Marseille. Et je me suis dit mais vas-y, je vais essayer de faire du doublage de voix, des trucs comme ça à Marseille. C'est une ville qui, ça se trouve, me plaira plus que Paris. Ce sera dur de faire pire, en tout cas à l'époque pour moi, tu vois. Et en janvier 2018, je suis arrivé à Marseille. Et entre la gare et l'appartement où je suis allé la première nuit, j'avais déjà capté que c'était une ville qui me convenait 10 fois plus que Paris. C'était bordélique et bruyant et chaotique, et il y avait du graphe et du tag partout. Et j'aimais bien pareil l'espèce de petit chaos et le truc comme ça. Je me suis dit bon, on va voir si j'y arrive ici. J'ai passé 6 mois là-bas. J'ai rencontré des gens incroyables, en particulier Zen du crew Détroit, qui a été un grand frère pour moi et un bête de pote là-bas aussi. Et on a fait des grosses sorties graphes, surtout pour lui, mais c'était vraiment mortel, des purs souvenirs. Mais malheureusement, en 6 mois, comme beaucoup de gens, j'ai trouvé aucun taf là-bas. Et quand je demandais à mes potes, quand je disais à mes potes, écoute mec, ça fait chier, ça fait 5 mois que j'ai juste travaillé 3 semaines dans le resto d'un cousin à moi, tu vois. Et j'ai plus du tout envie de bosser dans la restauration. Moi, ça y est, j'ai passé des années à bosser dans des trucs que j'aimais bien, même si parfois c'était très dur, tu sais. Être assistant sur un taf de graphe, ça peut vouloir dire faire des journées de 12 heures où tu scotches des trucs toute la journée. Enfin, ceux qui le font sauront de quoi je parle. Et c'est des tafs qui sont ultra durs et pénibles parfois, mais au moins t'aimes ça, alors que la restauration, moi je l'ai fait plein de fois, je respecte énormément ce travail, j'ai commencé à 16 ans, mais j'ai plus du tout envie de le faire, plus jamais, tu vois. Et je disais ça à mes potes marseillais, ils me disaient mais t'inquiète, donne 3-4 heures maximum, tu auras le travail qui te plaît et tout. Je dis mais j'ai pas le temps, ça va pas ou quoi. Et donc au bout de 6 mois, j'ai eu la chance par ma meilleure pote, de rencontrer quelqu'un qui travaillait au Festival d'Aix, qui m'a embauché pour le Festival d'Aix pendant 1 mois. Je me suis fait 2000 balles, et avec ça je suis reparti au Liban.
Ah ouais, ok. Ouais. Cette fois, En fait, pour m'y installer définitivement, j'avais prévu. Quand j'ai oublié de te poser la question, mais quand tu es rentré sur Paris, en fait, t'es toujours un peu, on va dire, t'es toujours dans la matrice du graffiti, du tag, etc. Ouais. Quand tu rentres sur Paris, t'es quand même parti quelques mois. Est-ce que quand tu rentres sur Paris, tu te dis, bah tiens, ah ouais, quand même, c'est comme si, c'est comme ça, ou est-ce que comment t'as ressenti en fait ton retour à Paris? Il y avait beaucoup plus de graphes quand je suis rentré de Colombie que quand je suis parti de Paris en 2010. Je sais pas si tu te rappelles, mais Paris, il y a eu une période un peu morte entre 2000, je me plante probablement, mais entre 2005 et 2012 ou un truc comme ça. Il y avait de telles amendes et tout ça qu'il y avait plus que du tag dans la rue, qu'il y avait vraiment plus grand chose, pas de métro qui tournait, des trucs comme ça. Donc c'était une ville morte en graphe. Moi, j'avais pas d'autres expériences à l'époque, mais déjà je trouvais ça un peu nul. Je dis morte par rapport à ce que c'est aujourd'hui, tu vois, par rapport à ce que c'est redevenu. Et quand je suis rentré de Colombie, il y avait beaucoup plus de graphes, mais par exemple, moi qui avais vécu au Liban où on pouvait peindre en plein jour sans se faire emmerder presque partout, où les habitants ils adoraient ça, en Colombie où quand les flics arrivaient, on arrivait à gérer le truc, et les habitants avaient l'air de pas mal apprécier ça aussi en général. Et je rentre à Paris et je fais un graphe à 4h du mat à Aubervilliers, ivre-mort, et je me fais arrêter par les flics qui me braquent avec des tasers en me traitant de fils de pute et qui me mettent les menottes et qui m'emmènent pendant 5 heures au poste, alors que à partir du moment où ils sont là, je suis poli et voilà, tu vois. Et ça m'a dégoûté du graphe à Paris pendant des années, tu vois. Ah ouais. C'est pour ça que donc t'as eu cette expérience-là quand tu es rentré de Colombie. À 4h, enfin quelques mois après, non même pas, quelques semaines après, à 4h du mat à Aubervilliers, genre assez loin dans Aubervilliers, je me disais, mais ils ont que ça à faire, genre, c'est comme ça le graffiti. Et donc moi je me disais, en fait c'est super dur et les mecs qui font ça sont des grands malades. Donc je me suis remis à faire que du tag à Paris, puis à Marseille. J'ai recommencé à faire des flops et des trucs comme ça. Donc en fait, ton retour à Paris fut... traumatisme. Violent, quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et tout ça pour un rappel à la loi, parce que je peignais sur un truc abandonné, tu vois. Enfin, c'était vraiment des abrutis, comme souvent. Et c'est que après, en rentrant du Liban en 2020, que en traînant avec mon pote absurde et après en rencontrant le poteau locaux et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une question de... Enfin, c'est quand même assez gratos à Paris, et il suffit de s'y mettre et de faire ça de la bonne manière, et les gens croient que t'as le droit, et tu fais ce que tu veux. Ouais. Ah d'accord. Donc en fait, toi, pour revenir, parce que du coup je t'ai demandé de repartir sur Paris, tu es sur Marseille, donc tu n'as pas réussi tout de suite à trouver un boulot, mais tu as fini par y arriver. Ouais, mais c'était un boulot sur un mois au Festival d'Aix, tu vois. Et après, du coup, après tu es reparti directement. Ouais, en septembre j'étais reparti au Liban. D'accord. Et t'es reparti parce que on t'a appelé, parce que... En gros, j'étais aussi tombé amoureux d'une franco-libanaise qui était là-bas, avec qui on parlait beaucoup. Mais c'était aussi parce que j'étais là, bon, je peux pas vivre à Marseille. Hors de question d'aller à Paris. La Colombie, c'est pas possible. En plus, j'ai déjà épuisé mes mois de visa pour ce pays pour cette année à 100%. Et plus. Et donc je me suis dit, mais vas-y, mais Beyrouth, c'était parfait pour moi. Je retourne là-bas, j'ai du taf dans le doublage, j'ai 1 milliard de contacts là-bas. J'y vais, puis je m'installe, ça y est, j'ai voyagé, et maintenant je veux me poser, et je veux construire. Et le taf de doublage dont tu parles depuis le début, clairement, ça consiste en quoi? C'était une entreprise qui s'appelait Solo Studio, et qui était à Hazmieh, au sud de Beyrouth, et qui faisait du doublage en français et en anglais pour des trucs chinois de qualité diverses, mais surtout à chier. Des documentaires, des séries, des animés, des trucs comme ça, qui dataient des années 60 à maintenant. Et qui les vendait ensuite à des pays africains, j'ai jamais su lesquels. C'est très frustrant parce qu'ils les mettaient pas sur YouTube, j'ai aucune trace d'années de travail là-bas où j'ai fait des dizaines de personnages et des dizaines de trucs. Moi, je m'amusais trop à bosser là-bas, même si le matériel était pas terrible et que pas mal de gens qui bossaient là-bas ne faisaient pas vraiment bien leur boulot, mais les ingé-sons et quelques autres doubleurs de voix étaient très forts, et donc on tripait trop ensemble, on pleurait de rire face au matériel qu'on avait devant nous, tu vois. Et t'es dans une cabine avec l'ingé-son dans une cabine à côté, t'as ton casque, t'as l'écran, t'as les sous-titres qui défilent, et t'essayes de tourner la voix comme il faut. Ah ok. Donc à chaque fois t'arrives entre guillemets à réintégrer ce genre dès que tu reviens à chaque fois. Dès que tu reviens au Liban, t'arrives à réintégrer facilement ce type de job. À cette époque-là, ouais, c'était avant la Révolution. Il n'y a pas de concurrence. Moi, j'étais pas mauvais là-dedans, j'étais bien meilleur en doublage qu'en graffiti, tu vois, donc quand je les ai rappelés, ils m'ont repris tout de suite parce que j'arrivais à faire plusieurs personnages différents par épisode de dessin animé, par exemple, donc au lieu de payer 4 ou 5 mecs, tu fais venir le même gars tout seul, et voilà, et puis je me débrouillais bien là-dedans. Encore une fois, je t'avais dit tout à l'heure, c'est marrant parce que je suis pas excellent en graphe, il y a d'autres choses que je fais que je fais objectivement bien mieux, et pourtant je fais surtout du graphe. C'est ça qui m'a mordu. Ouais, bien sûr. Retour au Liban, et
Quand tu retournes là-bas, il s'est passé du coup combien de temps? 1 an? Je suis D'un an, 2 ans? revenu en septembre 2018 au Liban et j'ai fini par revenir en janvier 2020 en France. D'accord. Donc Mais un an et pardon. demi. Alors, entre la période où tu es parti du Liban la première fois, et la période où tu es revenu. Il s'est passé 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, pendant ces 2 ans et demi là, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses là-bas, notamment des choses dramatiques. Et est-ce que t'as eu, Non. quand t'es rentré? Pendant ces 2 ans et demi là, c'est surtout la situation économique qui a commencé à atteindre un point de rupture. Je vais pas te faire un cours d'économie parce que je suis pas économiste et tout, mais je sais que le directeur de la Banque centrale, Riyad Salamé, et tous ses potes politiciens, tous, musulmans, chrétiens, druzes, tout ce que tu veux, ils se mettaient toute la thune dans les poches, toute la thune des prêts de l'Union européenne pour améliorer le pays, ou des prêts de l'ONU, ou des trucs comme ça. Eux, ils prennent tout et il reste rien pour le pays. Et ils prennent, ils font des manigances bancaires que je ne comprendrais même pas si on les expliquait, mais en tout cas, en 2018, ça faisait quelques années que les gens disaient ça va péter, et en 2019, ça a pété. Ouais. D'accord. T'étais donc pas là? Si, en 2019, j'étais là-bas, D'accord. j'étais bourré dans un bar, on entendait déjà parler depuis quelques mois du fait qu'il y avait plus tel médicament, il y avait plus de farine pendant quelques jours, il y avait plus ça commençait vraiment, il y avait une grogne populaire tout à fait légitime qui montait depuis des années, mais en particulier depuis des mois. Et en 2019, le prétexte qui a été pris pour que ça pète, mais en vrai c'est pas ça la raison, le gouvernement avait décidé, entre autres mesures complètement absurdes, de taxer WhatsApp. Le Liban, à l'époque, c'était un des pays où la téléphonie était la plus chère au monde. C'était 20 fois plus cher qu'en France, dans un pays où ils gagnent 10 fois moins, tu vois. Enfin, pas 10 fois moins, mais beaucoup moins. Et donc les gens, WhatsApp, c'était parfait pour eux. Au Liban, il n'y avait même pas de répondeur sur ton téléphone. Enfin, genre, ça sonne et après, ça arrête de sonner pour pas te faire utiliser une minute de forfait, tu vois, parce que c'est trop cher. Et donc les gens, WhatsApp, c'était parfait pour eux. Tout le monde là-bas se fait des notes vocales. C'est pour ça que je suis un de ces connards qui fait ça tout le temps. C'est parce que là-bas même, tu dis au mec, tu lui écris, tu peux venir dans 20 minutes, c'est bon, et il t'envoie une note vocale en disant, OK. Juste pour dire ça. Et donc, ils utilisaient ça tout le temps, et le gouvernement a commencé à dire, maintenant, on va demander aux gens de payer tous les mois pour WhatsApp, pour rapporter 150 millions de dollars par an au pays, ou un truc ridicule, tu vois. Et ça a pété le soir même, donc les gens, au début, appelaient ça la révolution WhatsApp, ce qui est extrêmement réducteur et stupide. Mais le soir même, on était dans un bar où on allait tout le temps à l'époque, et on apprend que ça y est, ça pète au centre-ville, les quartiers ultra cossus dont je te parlais tout à l'heure, et que ça brûle dans tous les sens. Et moi, je pète un câble, je cours chez moi, je prends mon appareil photo, je bois 3 cafés, 1,5 litre d'eau, je trace au centre-ville. Ça pétait pas encore, mais en fait, il y avait plein de gens rassemblés devant le Parlement qui est là-bas et qui gueulaient et tout, et ils ont commencé à envoyer les lacrymos. Et après, j'étais là le lendemain et le surlendemain, les 2 premières semaines, je crois que j'y étais tous les jours. Et après, ça s'est dilué, mais ça pétait pas mal. Enfin, le lendemain du jour où ça a pété, la première nuit là dont je parlais, et donc on se fait gazer dans tous les sens et on finit par rentrer chez nous. Et le lendemain, je me réveille, moi j'avais un tout petit appartement, comme ici, la même taille, mais sur un toit d'un vieil immeuble tout pourri et tout, donc je voyais un peu autour de moi, même si j'étais au 2e étage, je voyais assez loin dans plusieurs directions. Le lendemain, tu te réveilles et tu vois des colonnes de fumée qui montent à genre 7 endroits différents dans la ville, et tu te dis, ah ouais, c'est parti, en fait, ça veut dire que ça vient de commencer. Et tu sais pas comment réagir, comme souvent, tu vois, avec plein de gens dont j'ai vu les interviews, des trucs comme ça, qui vivent des trucs, que ce soit traumatisants ou juste qui les dépassent, t'as l'impression d'être dans un film un peu de ton cerveau, soit tu pars en panique, soit ton cerveau il dit très bien, c'est un film, on verra bien ce qui va se passer. Et donc on est retourné au centre-ville, on a continué à se faire gazer dans tous les sens, et au fur et à mesure ça a changé, ça a été récupéré par des politiciens, il y a eu plein de trucs, on n'aurait pas le temps d'en parler, même si on en parlait pendant 4 heures, de ma petite expérience de la révolution là-bas. Mais au bout de quelques mois, j'avais plus de thunes du tout, parce que tous les tafs se sont arrêtés et tout ça, et j'ai dû partir. Et après, c'est l'été d'après qu'il y a eu l'explosion énorme dont heureusement le monde a entendu parler, qui a saccagé la moitié de la ville. Ça a été très frustrant de vivre là-bas en tant que Français aussi pendant la Révolution, parce que 90% des armes anti-émeutes qui étaient utilisées contre nous, elles étaient made in France. Tu pouvais le lire dans les médias aussi, mais tu ramassais les douilles de grenades lacrymogènes et tu voyais marqué manufacture de Saint-Étienne ou je sais pas quoi dessus, tu vois, et Macron en même temps, et il était en train de dire oui, le peuple doit pouvoir s'exprimer, mais 100% de ce qui nous arrivait dessus c'était français, et quand ils en ont plus eu, la France leur en a revendu pendant la Révolution plusieurs fois et tout ça. Donc tu vois ton gouvernement, et toi t'es français, tu vois ton gouvernement qui fait des grands discours sur la démocratie et le droit le besoin du changement au Liban, et les politiciens doivent laisser la place et tout. Ouais, mais sans vous, ils seraient peut-être plus là, tu vois. C'est vous qui les aidez à rester en poste, littéralement, concrètement. C'était très très frustrant, ça. Et après, je suis rentré à Paris en 2020 en n'ayant aucune envie d'être ici, avec cette vieille haine de Paris que j'avais d'avant, et que j'ai moins, même si c'est toujours pas une ville pour moi. Mais j'ai eu trop de chance de pouvoir m'installer comme je l'ai fait, donc voilà, maintenant je suis là.
Et c'est vrai que quand tu reviens, tu m'as dit 2020, donc ça veut dire que tu es arrivé à une période aussi où c'était un peu spécial. Je suis arrivé en janvier 2020 et en mars il y avait le confinement, donc j'ai pas trop eu le temps de me réinstaller comme il fallait. Mais je fais partie des privilégiés du confinement. J'ai eu la chance d'être avec mes potes dans un endroit où on était très confortable. Et puis j'ai rencontré Nash, Esbler et les gens qui font mon crew aujourd'hui, tu vois, avec Absurde et ceux dont j'ai parlé avant. Donc après le confinement, pendant cette période bizarre de Covid qu'on a eu, je cherchais du taf et tout. J'ai eu la chance de rencontrer Thomasine, avec qui je fais des tours de graphe et tout ça, parce que j'avais rencontré Dissek au Liban. Il était venu graffer là-bas, on s'est rencontrés, on a peint ensemble, et il m'a vu, on est tombé sur lui pendant un tour que je donnais, donc il m'a vu parler de son travail et tout, et c'est lui, un des anciens dont je te parlais tout à l'heure, qui m'a motivé à refaire ça à Paris. Il m'a dit, je vais te connecter avec une personne qui fait le même taf que toi, qui est trop forte. Il l'a fait, et grâce à Thomasine et à lui, j'ai pu commencer à bosser là-dedans en 2022, à peu près. 2021-2022. Et pour ce qui est de ton groupe RBK, ouais. J'ai pas le souvenir qu'on ait évoqué la date à laquelle tu as commencé. RBK, je l'ai créé en 2006. D'accord. Avec un mec qui s'appelle Virgile, qui écrivait Pelage. Et c'est lui que j'ai initié au graphe parce qu'il dessinait trop bien, et on était meilleurs potes. Et on a décidé de créer un crew, et j'ai décidé que ce soit RBK, et on a posé ça avec nos potes pendant des plombes. Et après, moi je l'ai relancé au Liban en arrivant là-bas. J'ai invité mes potes Exist, Spaz, Eps, Quetzal, plein de gens comme ça. Et ensuite, en revenant en France, j'ai invité des gens d'ici dedans, et donc maintenant on doit être 18 ou un truc comme ça dans RBK. D'accord. Et donc du coup... Et Cabrit aussi, que j'ai pas cité, dont tu vois les œuvres un peu partout ici. Tu parlais de Nash et Esbler sont arrivés donc du coup vers la fin, c'est ça que tu dis? 2020, ouais, je les ai rencontrés par Vorti, qui est aussi RBK, et par des potes en commun, Kurma et tout ça, et on s'est ultra bien entendus. On a passé le confinement ensemble, avec Nash. Et on est devenus super potes, et maintenant c'est mes frères à Paris, c'est les personnes que je vois le plus, tu vois. Aujourd'hui, donc là, t'es revenu, t'es pas reparti depuis? Je repars au Liban un mois par an. D'accord. Parce que c'est un pays qui me manque trop, c'est très très difficile pour plein de raisons. Mais ouais, j'ai besoin d'y retourner, c'est un endroit qui m'a trop marqué, qui m'a trop apporté, et qui est très important pour moi, humainement, enfin tout ce que tu veux. Donc j'y retourne un mois par an. Mais sinon, non, moi tu vois, quand je suis reparti au Liban en 2018, comme je t'ai dit, c'était vraiment pour me poser. J'avais plus envie de voyager, ça m'avait pas dégoûté ou quoi, mais j'étais là, ça y est, j'ai vécu des expériences de malade. Maintenant j'aimerais bien me poser et me servir de ce que j'ai appris pour voir qui je suis quand je suis posé. Et le Liban a eu les problèmes effroyables qu'il connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis rentré à Paris et j'ai été obligé de recommencer, en plus dans un endroit où j'avais pas envie d'être, mais j'ai eu beaucoup de chance, donc ça se passe pas trop mal. Et aujourd'hui, ta pratique à travers le graffiti, donc on sait que tu donnes tu fais des tours, ouais. On peut appeler ça du tourisme culturel. Ouais, c'est ça. Pour des personnes, comment ça se passe concrètement? En général, je bosse avec Explore Paris ou Pleine Commune ou des gens comme ça, et ce qui est trop bien, c'est que très souvent, je suis payé par subvention. Ils me disent, est-ce que tu peux faire une visite là? Moi, je fais plus de visites toute seule, je fais systématiquement des visites où il y a un atelier graphe à la fin, une initiation au graphe à la fin. Donc, je suis payé, les gens ils payent pas, il y a des groupes de 25 personnes maximum. Ce qui est cool, c'est que vu que c'est gratuit, t'as vraiment plein de types de gens différents. Et ils viennent et ils me rejoignent sur le canal de l'Ourcq, par exemple, pas loin d'ici, là, et je leur explique au début l'histoire du graffiti, puis je leur apprends à reconnaître les lettrages et les trucs comme ça. Souvent, il y a un mur des CIA le long du canal de l'Ourcq, qui est très abîmé maintenant, mais où on voit plein de styles de graphes en simple style, c'est des styles très faciles à déchiffrer. Et donc je les fais lire les trucs et tout, je leur explique la différence entre le vandal et tout ça, je leur parle du tag, j'essaye de leur faire comprendre que le lettrage c'est la base de tout, et qu'ils peuvent s'intéresser au lettrage même s'ils n'arrivent pas à le comprendre, ça leur interdit pas d'apprécier. Et on marche pendant 1 heure et je leur montre plein de trucs, surtout du graphe, mais que s'il y a du street art, je parlerai de street art aussi. Et après, on arrive devant un mur légal, donc par exemple le mur qu'ils sont en train de détruire à Bobigny, là, ou alors le devant le millénaire, ou ce que tu veux, et je leur dis, trouvez-moi un mot entre 3 et 5 lettres, donc les gens qui se connaissent pas, ils se mettent d'accord sur un truc, on vote et tout, et je trace le mot, ils viennent tous m'aider à le remplir, je leur dis, tu prends cette couleur, tu la mets là, je leur explique comment tenir la bombe, à la fin je fais les contours, les lights et tout, et on se prend en photo devant, et ils se cassent. D'accord. Et du coup, comme tu dis, je t'avais posé la question avant l'interview, mais
quand ils s'intéressent au projet, j'imagine que, enfin, au projet, à leur visite, j'imagine qu'évidemment, ils ont un œil un peu plus aiguisé sur ce qu'ils arrivent à comprendre. Bien sûr, toujours. Notamment figuratif, enfin, un personnage, etc. Ou des couleurs. Mais est-ce que tu arrives à comment dire, à leur faire comprendre un petit peu ce que c'est que l'essence du graffiti, enfin, j'essaye après. Les bases, on va dire, tu vois, à travers le tag, etc. Ou est-ce que pour eux, c'est vraiment compliqué d'arriver à comprendre? C'est compliqué selon les gens. Mais après, comme j'ai eu la chance, je fais ça depuis 2015 maintenant, les visites officielles, donc ça remonte un peu. J'ai eu plein de publics différents, de plein de pays, de plein de classes sociales différentes. Et ça m'a permis aussi de moi, après, souvent les gens ils restaient après les tours et on discutait pendant des heures, donc j'ai eu plein d'avis, de questions, ça a permis d'aiguiser aussi mon avis sur ce que je fais, ce qu'on fait et tout ça. Et donc j'essaye de les intéresser au lettrage en leur expliquant que on s'en fiche d'arriver à lire un truc. On peut voir un wild style que même moi j'arriverai pas à déchiffrer et je vais pouvoir te dire si j'aime bien ou pas. Après, est-ce que c'est bien ou pas, c'est différent, mais moi je peux te dire que j'aime bien parce que j'aime bien les couleurs, je trouve que c'est très agressif ou acéré ou ce que tu veux. Et puis j'ai trouvé une manière d'intéresser les gens qui marche trop bien, c'est que je leur parle de calligraphie. Comme on en parlait tout à l'heure, je dis aux gens, vous savez, vous venez de me dire pourquoi vous écrivez que vos noms, c'est dommage. Déjà, c'est faux, parce que très souvent, toi aussi, on écrit nos noms, puis des trucs à côté pour exprimer ce qu'on ressent, faire une blague, parler d'un truc important qui se passe ou autre chose. Mais en plus, le graffiti, c'est une manière d'essayer de donner de la personnalité à des lettres, alors qu'une lettre, c'est uniquement fait pour être lue d'habitude. Et surtout, ça fait des milliers d'années que l'être humain fait ça. La calligraphie, que ce soit la calligraphie en sanskrit, en arabe ou en latin, ça fait des centaines, voire des milliers d'années selon les endroits, qu'il y a des gens qui étaient calligraphes, et parfois ils faisaient des œuvres où il y avait vraiment rien d'écrit, c'était juste, ils faisaient des lettres, et ils les décoraient, ils rajoutaient des empattements, et de ce qu'on appelle des extensions en graphe, mais de la déco dans tous les sens, et le but n'était plus du tout que l'on puisse déchiffrer ce qui était écrit, mais simplement en apprécier l'apparence, tu vois. Et le graphe, ça participe de la même chose. Ça veut pas dire que t'es obligé d'intellectualiser ton graphe et de dire que tu es un calligraphe des temps modernes ou je sais pas quoi. Juste, on n'est pas les premiers à avoir eu envie de se servir de la lettre pour autre chose que le sens qu'elle peut apporter, tu vois. Et ça me permet, je le vois dans le visage des gens qui sont un peu réfractaires à ça marche. Je leur dis, je vous parie tout ce que vous voulez que là, je vous sors une calligraphie arabe du XIIe siècle où soit il y a marqué des trucs et vous pouvez pas lire, soit je vous dis carrément qu'il y a rien marqué, c'est juste des lettres sans queue ni tête, tu vois. Et je vous parie que vous allez trouver ça beau et moi aussi. Pourquoi vous pouvez pas faire la même chose avec ce qu'il y a sur les murs? Et c'est une manière de leur parler qui en général fonctionne très très bien. Après, ils sont plus ouverts à ce qu'il y a devant eux et ils se sentent moins rejetés par le fait de pas pouvoir nécessairement déchiffrer ce qu'il y a. Après, c'est vrai que ça concerne plus un aspect esthétique dans les grandes lignes, mais ce qui s'impose au graffiti, enfin au tag, c'est plus que ça vient se poser partout, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait que les gens ont aussi un avis qui est déjà positionné, non pas sur le fait de savoir si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. La plupart du temps, quand on fait des tags, en aucun cas c'est fait pour faire plaisir aux gens, ou pour leur dire regarde comme je tag bien ou comme mais plus voilà, c'est là, je suis là et je suis aussi là-bas et aussi là-bas et aussi 2 rues plus loin et donc c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que pour les gens il y a un avis négatif de base sur la chose, c'est-à-dire que on parle tag de base, c'est négatif parce que de base c'est illégal. Mais ça, ça c'est facile à contrer parce que Banksy, qui que ce soit, l'a dit très très bien il y a quelques années. Il a dit, mec, tu te plains du graphe qu'il y a dans ta rue alors qu'il y a de la publicité absolument partout qui essaie de te vendre des trucs qui en général sont soit pas bons pour toi, soit trop chers, soit complètement inutiles, mais ça rend accro ou je sais pas quoi. Et ça te dérange pas. Avant de m'embêter, moi, va agir contre l'invasion des rues, du métro, du bus, de ton téléphone, de tout ce que t'achètes, par la publicité. C'est autrement plus problématique sociétalement que des gens qui écrivent sur la publicité, elle a ce côté beaucoup plus pervers qui est beaucoup plus aiguisé déjà pour être compris parce que les pubs sont pas les écritures sont pas taguées, tu vois, avec des belles typos. Sauf pour Winamax. Ouais. C'est vrai. Et les images sont bien faites, c'est-à-dire c'est toujours attrayant, attirant. Enfin, c'est de la pub, c'est un métier, quoi. Mais c'est vrai que oui,
l'invasion, elle existe quand même, quoi. Elle est là, quoi. C'est une évidence. Après, c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, le tag dans la rue, ce côté qui sera, j'ai l'impression, peut-être jamais compris. Enfin, à part par ceux qui le pratiquent, tu vois, ou ceux qui s'y intéressent. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout, je trouve. Vraiment, je suis d'accord, mec. Je suis pas en train de dire, il faut que ça soit compris, il faut que tout le monde le comprenne, on reste des grands... Non, rien à foutre. Clairement pas, mais c'est important comme question. Genre, moi, j'adore faire mes tours, j'aime bien initier les gens à ça, parce que souvent, après, ils me demandent le contact de tel artiste pour lui demander une toile, ou alors, je sais qu'eux, ils appelleront jamais les flics s'ils voient quelqu'un graffé. Enfin, j'essaie de faire, d'être un petit grain de sable, sable utile dans la scène dont je fais partie. Mais en même temps, je leur dis, à chaque fois, je leur parle de l'importance du tag, et je leur dis, je sais que 90% d'entre vous ne commenceront pas à aimer le tag parce que ça prend trop de temps et c'est trop compliqué à aimer et tout. Et c'est pas grave. Moi, j'avoue que j'aime bien faire de temps en temps mes petits stores à Paris où on peint tout le fond et tout, et on met des jolies couleurs et tout, parce que moi, j'ai envie de faire ça. Mais je veux qu'il continue à y avoir des mecs et des meufs qui font des chromes et noirs sur un immeuble qui dépasse sur 3 fenêtres et des trucs comme ça. Je veux que ça continue. Le graphe, c'est pas fait pour être aimé par tout le monde, comme tu l'as dit. Et à la base, c'est un truc où les gens se disent, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, tu me donnes pas assez de liberté, moi je prends celle-ci, qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui prends le risque d'aller faire ci, ça et ça là, et je m'en fous si t'aimes pas ça. Et il faut que ça continue à faire partie du graphe. Si tout le monde faisait, par exemple, ce que moi je fais en graphe, ce serait plus, enfin, s'il y avait plus qu'une des écoles de graphe qui existait, ce serait plus du tout aussi intéressant. Donc, l'essence du graphe, c'est d'écrire ton blaze à un endroit où t'as pas le droit de le faire, et a priori d'essayer de le faire du mieux que tu peux, mais ça c'est autre chose. Et il faut que ça reste le cas, clairement. J'ai aucune envie de convaincre l'ensemble de la population que c'est trop stylé d'écrire son nom sur une. Oui, bien sûr. Après, toi, quelle vision tu as aujourd'hui de ce que c'est que l'univers du graffiti en 2024? À Paris, tu veux dire? En général? Bah, en général, je connais après, pas. En général, c'est vrai que pour toi, la généralité, c'est vrai que moi, tu me poses la question en général, je vais te dire, en effet, sur Paris, mais toi, ça peut partir beaucoup plus loin. Mais oui, j'ai envie de te dire plutôt, du coup, sur Paris. Moi, je t'avoue que je suis infiniment reconnaissant d'avoir la chance d'être un micro-grain de sable d'un nouvel âge d'or du graphe dans l'endroit où je suis. Parce que quand je suis parti de Paris la première fois, comme je t'ai dit, c'était vraiment pas terrible ce qui se passait dans le graffiti, dans la rue, quoi. Les gens se faisaient péter super rapidement, donc ils mettaient moins d'efforts dans ce qu'ils faisaient, c'est normal, tu vois. Et aujourd'hui, la diversité du truc, bon, il y a le street art et tout, ça c'est très bien, mais c'est pas de ça dont on parle. La diversité dans les styles de tag, les styles de perso, les mecs qui font des façades en se laissant descendre et tout, le talent qu'il y a, et puis même des mecs comme notre pote Guts qui fait que des terrains mais qui est trop fort en LED, qui est adorable, avec qui tu peux parler de plein de trucs, tous les terrains où tu peux rencontrer des gens, c'est beaucoup moins violent et fermé qu'avant. Le graphe aussi, j'ai l'impression que 80% des rencontres que je fais dans le graffiti, elles vont de positives à très positives. Alors que quand je venais de commencer, après j'étais petit, j'avais peur et tout, mais c'était plutôt la proportion inverse, tu vois. Et je trouve ça incroyable le nombre de métros qui tournent et tout, tous les mecs qui se déterrent à faire des trains, des métros, des toits et tout, je trouve ça trop bien, ça pullule dans tous les sens. Nous on fait des stores de temps en temps, c'est gratos. Et moi je suis juste un petit graffeur de rue là-dedans, et je me considère comme privilégié de ouf par rapport à des villes qui sont plus mortes, ou des choses comme ça, tu sais, où tu vois pas un graphe dans la rue. Aix-en-Provence, mec, c'est horrible, je bosse 1 mois par an là-bas pour le festival, et j'adore bosser là-bas, mais il doit y avoir 4 flops dans la ville. J'ai fait des tags au Tipex là-bas il y a 6 ans, ils y sont encore, et genre, je dois être un des 5 mecs qui est le plus posé dans la ville, mais ça veut rien dire, j'ai dû faire 50 tags, tu vois, genre, moi ça me déprime les villes comme ça. Là, Paris, c'est vraiment, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, si on a comment elle s'appelle, Rachida Dati en maire de Paris en prochain, comme a priori c'est possible, ça risque de changer drastiquement, mais pour l'instant c'est magnifique. Je suis trop content, il y a beaucoup moins d'embrouilles qu'avant, c'est beaucoup plus diversifié. Le street art, moi je suis moins fermé d'esprit qu'avant, donc il y a plus de choses que j'apprécie aussi en street art. Et ouais, il y a évidemment pas que du positif, mais dans l'ensemble, je suis trop content c'est le truc qui fait que c'est pas trop difficile pour moi de vivre à Paris aujourd'hui, c'est l'état de la scène actuelle. Ouais. Je me mélange pas énormément, tu vois, mais j'ai mes potes et tout, et parfois tu rencontres des gens dans des terrains, parfois tu vas à l'expo d'un pote donc tu rencontres d'autres gens, et encore une fois, la majorité du temps c'est des gens super cool qui viennent d'un peu partout et tout, et c'est un plaisir. Ok, j'en mets. Écoute, on va terminer sur cette bonne note positive pour la suite. T'as des projets peut-être
que tu voudrais évoquer ou pas? Bah écoute, je bosse avec sur- mon asso, on a créé une asso basée sur RBK et on fait des tafs avec grâce à Nash et à Cabrit et à d'autres gens. On a enfin l'asso, il y a aussi Joséphine qui est photographe dedans, qui est trop forte et tout, donc on essaye de développer l'asso et de faire des boulots pour des pros, des trucs comme ça, pour essayer de faire venir nos potes libanais à terme, c'est avoir des projets où t'as le budget pour faire venir 3 potes du Liban, pour faire une façade quelque part et tout, c'est vraiment le but. On fait pas ça juste pour eux, mais le but c'est de nous gagner notre vie avec ce qu'on aime et de pouvoir en faire bénéficier les potos sans qui moi je serais pas là aujourd'hui du tout. Et puis ouais, j'aimerais bien, moi j'écris, donc j'aimerais bien faire un recueil de nouvelles avec ce que j'ai écrit et ce que j'écrirais, je ferais genre 10 nouvelles et elles seraient toutes illustrées par un mec différent. Ce serait un truc que j'aimerais énormément faire. Et j'aimerais bien continuer à bosser dans le doublage, mais c'est très difficile à Paris, c'est un milieu assez fermé. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, mec, je fais des projets avec des gamins, des ateliers, on fait des trucs dans des hôpitaux, dans des trucs comme ça. C'est un privilège de malade de pouvoir gagner sa vie avec ce que t'aimes, même si parfois c'est super compliqué, il y a plus de taf et tout. Dans l'ensemble, j'ai énormément de chance. Et ouais, les projets, c'est ça. Et continuer à retourner au Liban régulièrement et tout ça. Et Comment s'appelle l'assaut? l'assaut, elle s'appelle 12, 13, 14. Parce que D'accord. ça fait RBK si tu colles les chiffres ensemble. 12, Ok. ça fait R. 13, ça fait B. Et ainsi de suite, tu vois. D'accord, ok. Ça marche. Bah, parfait. Et du coup, on peut te retrouver, déjà ton travail, on peut te suivre sur Instagram? Sur Insta, ouais, Meuser, RBK sur Insta. Et après, j'ai un blog où il y a mes nouvelles et des trucs comme ça. Si tu veux, tu l'écriras sous le titre du podcast. Mais qui parle du coup de graffiti aussi. Non, il y a Non. des nouvelles où il y a du graphe, mais c'est pas du tout, c'est des nouvelles qui durent entre 1 et 6 pages, que j'écris ça fait des années, mais à chaque fois je me mets avec des potes et on écrit, toutes les semaines il y en a un qui trouve un thème très vague, du genre, alors j'ai claqué la porte. Et tu dois écrire 2 pages là-dessus ou 3 pages là-dessus avant la semaine d'après. Et parfois j'ai écrit des trucs que j'essaye de rendre drôles et ça marche pas trop mal, parfois c'est ultra glauque et violent, parfois il y a de tout. Mais si t'aimes bien le graphe, tu reconnaîtras quelques trucs dans certaines d'entre elles, mais c'est pas orienté graphe. D'accord. C'est assez Et différent. tu m'avais parlé d'interviews aussi? Ouais, j'ai fait des petites interviews et j'en referai pour Explore Paris justement, où j'ai interviewé Vorti, Dissec, Nac aussi, grande graffeuse de la scène parisienne pour moi. Et Qu'on peut retrouver où du coup? je regarderai, je t'enverrai le lien. Là, D'accord, comme mais ça, je pourrais pas le c'est dire. disponible. Ouais. D'accord. Mais si les gens veulent se rendre compte un peu de ce que c'est la scène graffiti libanaise, je leur conseille de regarder Bombing Beyrouth. C'est des documentaires qu'un pote à moi a fait avec sa meuf de l'époque, qui sont magnifiques. C'est des micro-documentaires de 3 minutes sur chaque mec de la scène libanaise. Ça a été fait en 2018, donc avant la révolution. Et c'est vraiment magnifique. Et puis je trouve que les gens devraient lire le bouquin qui est à côté de toi aussi, de Jules Hardy, et voir son documentaire Graffiti, les démarches invisibles, parce que c'est du bête de boulot. Et que c'est cool de voir des gens qui se prennent la tête pour parler de ce qu'on fait de manière... pour vraiment mettre les mots sur ce qu'ils ressentent par rapport à ce qu'on fait, et de manière organisée et tout ça, c'est des choses que je conseille vraiment. D'accord, bah écoute, c'est parfait. Et bah, de nouveau, je te remercie pour ta disponibilité C'est et moi qui te remercie. de m'avoir accueilli et d'avoir partagé toute cette partie de ta vie au final que tu as consacrée au graffiti, mais pas que. À beaucoup de rencontres et c'était bien sympathique de partager tout ça. On mettra du coup tous les liens dans la description. Carrément. Sur Instagram, que les gens puissent avoir des références à ce dont on parle. Et puis bon tout pour la suite, hein, du coup. Merci beaucoup mon gars, toi aussi. De toute façon, on se fait une peinture bientôt, avec plaisir. Ça marche. À plus, ciao. Salut man. Salut, t'es bien sur le répondeur d'Équilibre Podcast. Merci de laisser un message après le signal sonore. Yo, Akil, tu vas bien ou quoi? Écoute, je me demandais si je t'avais raconté l'histoire complètement absurde qui m'est arrivée en Colombie, là, il y a quelques années, quand j'ai passé une frontière avec des autocollants, grâce à des autocollants. J'étais en Colombie en 2017, là, j'étais arrivé en 2016 là-bas, j'avais déjà bien dépassé, j'étais à peu près au maximum du temps que j'avais le droit de rester là-bas légalement. Sachant que quand tu restes illégalement, tu payes une amende de $450 déjà de base, plus $50 ou $75 par jour en plus que tu restes illégalement sur le territoire, ça fait beaucoup. Donc j'étais un peu en panique, je voulais absolument rester plus longtemps. Moi j'habitais à Medellín, et j'avais laissé des affaires là-bas et j'étais parti juste avec un petit sac à dos jusqu'en Équateur en bus, ce qui prenait genre 18 ou 20 heures.
pour sortir du territoire et re-rentrer en espérant que ça marche, tu vois. Et j'arrive à la frontière. La frontière, c'est dans une espèce de grand ravin. Enfin, t'es entre deux immenses montagnes. T'as un gros pont. Il y a pas vraiment de mur ou de barrière. Il y a juste des gros véhicules militaires avec des militaires en train de fumer leur clope et de s'en foutre complètement à côté. Et donc j'ai traversé la frontière sans problème. Je suis allé en Équateur. J'ai marché un quart d'heure jusqu'à un petit hôtel tout pourri. Je me suis enfumé salement et je me suis réveillé le lendemain. Hop, je suis retourné en Colombie. J'ai traversé cette espèce de no man's land entre les deux pays, entre les deux montagnes, là, complètement surréaliste. Et j'arrive à la petite guérite en béton toute pourrie où il y avait le mec qui te tamponnait le passeport si ça allait. Je fais la queue, j'arrive devant lui, il ouvre mon passeport, il me dit direct, après avoir regardé les trucs, c'est mort. Tu rentres pas, tu retournes en Équateur. Moi, je suis en panique totale, il y a mon ordi en Colombie, il y a tous mes potes, il y a tout, enfin, je suis dans la merde. Et donc, je pète un câble et je lui dis, mais s'il vous plaît et tout, le mec fait non de la tête. Et par réflexe, je sors une grosse poignée de stickers que j'avais dans mon sac et je la pose devant lui. C'est les stickers que j'avais fait à la main, puis que j'avais fait imprimer en série où il y avait le nom il y avait le nom des villes de Colombie, le nom des équipes de foot de Colombie et d'autres trucs. Et le mec, il voit ça et son visage s'éclaire de ouf et il fait ah, Nacional, c'est le nom de l'équipe de Medellín qui gagne tous les matchs de genre 8 buts à 4 là-bas. Et il pète un câble et tout, et il appelle ses collègues qui viennent, et un de ses collègues est une Colombienne, évidemment, absolument magnifique. Et donc moi, je bégaye et je dis la demoiselle peut évidemment en prendre un gratuitement si elle veut. Et donc elle me fait un grand sourire et elle en prend un en me disant merci. Tous les autres me regardent en faisant et c'était très drôle et je dis oui mais vous pouvez vous servir aussi. Ils en prennent chacun 3 ou 4 et le mec il me regarde avec un gros smile, bim, il met le tampon sur mon passeport et il me dit allez casse-toi. Et donc ouais, j'ai passé une frontière grâce à des autocollants de graffiti de piètre qualité. Et ouais, ça fait partie des histoires qui me sont arrivées dans ma vie où je sais très bien que quand je les raconte, une partie des gens ne me croient pas. Mais tant pis, c'était absolument magique à vivre. Et je voulais partager ça avec toi. Bonne journée mon gars.